Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui viennent pour changer de sexe? Je l'avais faite. Les hommes, ils ont tendance à regarder droite à gauche. La chirurgie esthétique, c'est de l'art. Je voulais jamais venir en France. J'avais jeté 30 CV à l'époque. J'avais reçu à peu près 0 réponse. Waouh! Donc là, vous quittez le Liban, vous laissez tout. C'était très beau au début, mais après, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici, Richard? Je suis devenu un peu parisien, pas hypocrite. J'ai ouvert mon cabinet, voilà, sans que personne sache. J'avais une patiente qui m'a dit, docteur, vous m'excitez, par exemple. Vous êtes souvent fait draguer. Oui, je me suis fait draguer à plusieurs reprises. Je reçois des femmes atteintes du cancer du sein, surtout quand il y a des ablations du sein et ils veulent se faire reconstruire la poitrine. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Comment est-ce que la chirurgie esthétique peut permettre à une personne de reprendre confiance en elle? Déjà, il y a des cas, en fait, où les personnes, elles ont perdu confiance en soi. Je vous parle, par exemple, d'une femme qui a 2 enfants, elle a accouché, elle a une poitrine toute plate. Ouais. Et c'est là où la chirurgie esthétique, elle va redonner un boost dans l'estime de soi. Donc, en lui créant des nouveaux seins, une nouvelle poitrine avec des prothèses mammaires. Et j'avais déjà eu un cas d'ailleurs, plusieurs cas de patientèles qui ont accouché 2 fois, ils n'ont pas dû allaiter parce qu'ils avaient des poitrines très petites. Ah oui. Et, exactement, ouais. Et elles sont venues chez moi parce qu'elles se sentaient pas assez féminines en fait, ni pour eux-mêmes, ni pour leur conjoint. Oui. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est assez traumatisant en fait, une femme qu'elle n'ait pas une poitrine, qu'elle soit toute plate. Et en ce moment, je lui ai en fait reconstruit le sein en mettant des prothèses assez naturelles pour qu'elle lui donne des formes plus féminines, pour qu'elle s'accepte mieux au miroir quand elle se voit et bien évidemment avec son mari, quoi. Mais elle est tellement sympathique et reconnaissante. Je la connais d'ailleurs. Si elle nous voit, qu'elle peut faire un petit coucou là. Et donc tout à l'heure, on parlait en off, et je pense que c'est important de revenir dessus. Il demandait tantôt que c'était quoi le bloc le plus long que vous avez eu à faire? Oui, le bloc le plus long, c'était une intervention de reconstruction mammaire après un cancer du sein. Donc, on a excisé le résidu du cancer. On a envoyé un examen histopathologique pour voir s'il y a toujours des cellules cancéreuses. Exactement, c'était un extemporané. Et durant le bloc opératoire, on a préparé le lambeau, en fait, du grand dorsal pour le mettre sur les seins. Attendez, vous avez pris, c'est-à-dire vous prenez du muscle? Exactement, du muscle derrière qui est responsable pour nager, pour faire les mouvements de rotation interne et externe. Et on a pris du muscle, tissu sous-cutané et peau. C'est un lambeau en fait, peau, tissu sous-cutané et muscle. On le repositionne et on le replace au niveau du sein, voilà, pour avoir plus d'élan en fait et plus de marge de peau. Ah, pour pouvoir... Exactement, parce qu'après un cancer de sein, la qualité de peau, elle n'est pas belle, elle est un peu fripée parce que les patientes, ils ont eu beaucoup de chimiothérapie et radiothérapie. Et en fait, les radiations sur la peau, ça peut provoquer une peau fripée. C'est comme si vous êtes en hiver en -20 et vous avez la peau sèche et vous vous hydratez pas. Mais pour eux, c'est encore pire parce que la qualité d'élastine et de collagène, elle est encore moins bonne, quoi, moins belle, quoi. Wow. Et ça n'a pris, je pense, 6 à 8 heures. 6 à 8 heures? Oui, oui. Et vous le faites non-stop? Oui, oui. Après, je peux sortir un peu, voilà, pour aller aux toilettes. Je mets un petit bonbon, je prends un verre d'eau et voilà, je re-rentre. Mais on peut pas faire des pauses non plus de 30 minutes. Hein. C'est juste le strict nécessaire et il y a toujours quelqu'un qui reste dans le bloc pour voir les paramètres vitaux de la patiente. Exactement. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, des gens, c'est pas forcément en hospitalier qu'on fait les retraits de cellules cancérigènes dans le sein, c'est ça? En fait, si, on peut les faire dans l'hôpital et on peut le faire dans le privé. Dans le privé, ce sera sûrement pour une reconstruction, parce que pour une ablation en fait du sein, ça sera même en hôpital, en privé, on peut le faire. Mais après, c'est pris en charge par l'État. Hein. Dans le privé, il n'y a pas tout qui est pris en charge, malheureusement, quoi. Ok, en effet. Oui. Bon.
Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Richard Sebali. C'est comme ça qu'on prononce? Ouais, c'est Bali. Sebali, voilà. Ouais. Chirurgien plastique esthétique. Vous allez nous expliquer un peu quelle est la différence entre chirurgien esthétique et chirurgie plastique. Je ne sais pas si c'est tout le temps la même chose. Ouais. Je suis allé fouiller un peu sur le site et tout. J'ai décidé de vraiment de venir naïvement, vraiment poser des questions à quelqu'un qui ne comprend rien du tout, pour que les gens derrière leur smartphone, derrière leur écran d'ordinateur puissent mieux comprendre. Alors, Exactement. donc, j'ai fait mon travail, j'ai fait des recherches. Ouais. Voilà. Vous êtes installé dans le 8e arrondissement de Paris. Exactement. Pour ceux qui connaissent le 8e. Bref, vous allez nous expliquer. Ouais, exactement. Et justement, vous êtes passionné en art et peinture. Vous avez d'ailleurs le prix Fabriano. Exactement. Et ça rejoint ce que vous faites aujourd'hui. La chirurgie esthétique, c'est de l'art. C'est ça, C'est et de l'art, c'est voilà. sculpté en fait. C'est sculpté, en effet, oui. C'est rendre beau. Et voilà. Au-delà de ça, quand on préparait l'émission, vous m'avez raconté plein d'anecdotes incroyables. Par exemple, il y a l'histoire de, comment elle s'appelle déjà, Lydia Pop. Oui, exactement. Brûlée à plus de 98% quand même. Bon, pour que les gens puissent comprendre. Oui, La main, c'est 1%. ouais, Dans exactement. les deux mains, ça fait 2%. Donc, imaginez une personne qui est brûlée à 90%. Ouais. Et 98%, il n'y a que les mains qui sont saines. Oui. Donc, c'était un peu le cas de Lydia Pop. Et la majorité des médecins lui a pas accordé beaucoup de jours à vivre. Exactement. Sauf que vous c'est ça. l'avez reprise. Ouais, Et aujourd'hui, elle est auteur d'un livre ouais. pour lequel vous avez fait une dédicace. Bref, on reviendra là-dessus. Bien Incroyable, sûr, y a pas de incroyable. problème. Oui, oui. Et au-delà de ça, justement, vous, à la base, vous êtes le fils d'un chirurgien généraliste. Oui, exactement. Voilà, votre père Chirurgien était viscéral. papa. chirurgien viscéral. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça. On appelait généraliste avant, mais aujourd'hui, c'est Oui, chirurgien c'est ça, viscéral. c'est pareil. C'est vrai, voilà. Exactement. Donc, ça ne vient pas de loin, en tout cas. Oui. D'origine libanaise, installé en France depuis un peu plus de 4 à 5 ans. 4 ans. 4 ans. Oui, 4 ans et 2 mois là. 4 ans, 2 mois. Ah oui. Ouais, fixe, spécifique. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, bref, on reviendra dessus. Comment vous avez fait Ouais. pour avoir un cabinet chirurgien esthétique à Paris, dans le 8e, en 4 ans seulement? Ouais, c'est une longue histoire. Ah, Hein. voilà, justement, nous, on aime les longues histoires ici. Ouais, c'est une très longue histoire. Hein. On aime les longues histoires. Et au-delà de ça, ben, vous avez été formé dans plusieurs pays. Oui, Roumanie, exactement. Autriche. Exactement. Autriche, c'était Autriche. Autriche. Exactement. Bruxelles. Liban, Bruxelles. Belgique. Ouais. Vous avez déposé plus de 30 CV Oui, à l'étranger. à l'étranger, Oui. sauf que vous vous retrouvez en France. Oui, exactement. Bref, on C'est reviendra fou, hein. Mais c'est fou, hein. Énorme, énorme, énorme. Moi non plus, je sais pas ce que je fais là. Donc, l'idée, c'est de revoir un peu tout ça. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, on parlera de 3 sujets essentiellement, de tout ce qui revient très souvent en ce qui concerne les chirurgies esthétiques. Au-delà de ça, on parlera du cancer. Et on verra aussi ensemble les histoires incroyables qu'a vécu le docteur Richard. Parce qu'il y en a qui sont épicés quand même. Ah oui. Ouais. Il y a de la matière Il y a de la grasse. matière. D'abord de commencer, vraiment, merci d'avoir accepté de vous déplacer un samedi. Merci beaucoup pour vous. Hein. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Et je rappelle l'équipe, ce 16 mai, on se retrouve du côté des salons de l'Aveyron pour le week-end de l'écrivain. C'est la 5e édition. Tout est prêt. Vous connaissez déjà, c'est plus de 1500 personnes qu'on reçoit chaque année. Donc, restez connectés. Et au-delà de ça, je rappelle que le Argent Livre, c'est d'abord une maison d'édition parce que nous, on travaille avec des auteurs, ceux-là qui veulent écrire pour impacter. Donc, si vous vous retrouvez dans ça, si vous avez déjà écrit, si vous souhaitez écrire, laissez-nous un message ou laissez-nous un mail. On vous met tout dans le premier commentaire et on reviendra vers vous pour vous dire comment il faut faire. Et bien sûr, si jamais, comme le docteur Richard, vous estimez que vous avez un métier qui mérite d'être connu, qui mérite d'être vulgarisé, laissez-nous un message sur le +33 6 24 58 70 84 90 74. Et si votre profil correspond à ce qu'on recherche, on vous invitera pour que vous puissiez partager votre expérience avec nous. Maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité. Merci infiniment pour votre invitation et voilà, je suis ravi d'être avec vous malgré le retard avec C'est pas les grave. taxis, mais C'est un voilà, retard je qui va être bien m'excuse. rattrapé. Moi, tout de suite, moi j'ai essayé de faire un résumé de votre parcours, mais qu'est-ce que les gens ne savent pas sur vous que vous aimeriez qu'ils sachent aujourd'hui? Il faut qu'ils sachent que je suis un chirurgien très humain. Ouais. Je suis un chirurgien qui est très empathique, Ouais. qui comprend ses patients, que je ne fais pas mon travail pour une bande de machines pour argent. Ce n'est pas venir encaisser de l'argent et repartir. Il faut obtenir des résultats, voilà. Et voilà, qu'ils sachent que ça existe encore des vrais êtres humains et pas que, voilà, on rentre, on fait une prestation juste pour payer et pour sortir. Non, il y a l'être humain, il y a, voilà.
j'aime, je connais ce médecin, il est empathique, il est sympathique, il est professionnel, il a du bon goût, il m'a fait quelque chose de naturel, il n'exagère pas. Voilà, c'est ça ce que je souhaite mettre en amont dans mon métier. Et d'ailleurs, voilà, ça se voit, je pense, un peu de mes commentaires et de mes avis. Et voilà, c'est l'humain en fait, l'humain d'abord, et voilà, l'humain, professionnalisme et tout ça. Voilà. Yes, c'est tout ce qu'on aime. C'est vrai que c'est pas toujours Exactement. courant dans le métier. Hein. Non. Pas toujours courant. Sachant que j'ai cru comprendre que c'est vous-même qui décrochez les appels. Oui, exactement. C'est moi. rare ça. Oui, c'est rare, mais c'est sympa quand même. Hein. Mais oui, bien sûr. Déjà parce que, voilà, dans mon cabinet, il y a la plateforme Doctolib. On peut prendre un rendez-vous sur Doctolib. Donc, voilà, ça sert à quoi de mettre une secrétaire? Doctolib, il est tellement bien formé, on ne va pas faire des réclames, mais bon, il est tellement bien formé qu'il y a tous les formats à l'intérieur, tous les devis, tout ça, voilà. Moi, mon patient en face de moi, je lui explique, il ressort, il reprend tous les devis. D'ailleurs, je connais beaucoup de médecins qui font ça seuls, hein, et voilà. Après, dans l'avenir, dans 15-20 ans, voilà, quand je serai un peu plus âgé... Oui, peut-être voilà, ça va changer, bien sûr, bien sûr. Peut-être, oui, mais moi, je trouve que c'est sympa, voilà, de faire direct le contact avec le patient. Oui, exactement. Non, c'est sûr, surtout c'est pour créer la relation de confiance et tout, voilà. Donc, on va revenir un peu, parce que vous ne sortez pas de nulle part. Non. Parce que c'est important qu'on revienne un peu dans l'enfance. Oui. Donc, je sais que moi, j'ai eu le temps de fouiller un peu sur les réseaux, les émissions que vous avez eu à donner, et on se rend vite compte que votre père a eu un gros impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Et moi, tout ce que j'ai envie de savoir, c'est quoi le meilleur conseil que votre père a pu vous donner et qui vous accompagne encore aujourd'hui? Oui. Alors, mon papa, déjà, il nous a quittés il y a 1 an et demi. Il n'est plus avec nous. Il est en haut. Il nous veille là-dessus et voilà, il me guide. Mon père, il m'a dit toujours que quand tu fais ton métier, il faut que tu aimes ce que tu fais. Moi, je n'étais pas forcé à faire ce métier. Moi, quand j'étais petit, je voulais toujours faire médecin. Mais mes parents, ils ne m'ont pas poussé à faire la médecine. C'est moi qui voulais faire la médecine. Donc voilà, je pense que aussi ça vient de la famille parce que mon père, il est aussi chirurgien, ma mère, elle est infirmière aussi, oui. Ma sœur, elle est biochimiste. Mais je pense que ça vient de la famille aussi. Mais moi, je n'étais pas forcé à faire ce métier. Je l'avais choisi parce que je l'aimais. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'étais toujours malade. J'avais toujours des bronchites, des pneumonies, j'avais toujours le nez qui coule. Voilà, j'avais toujours des problèmes de respiration, voilà, comme les petits gamins, voilà. J'étais trop mince d'ailleurs quand j'étais petit, voilà. Mes parents, ils m'ont donné beaucoup de vitamines parce que voilà, mon petit garçon, il ne grandit plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Et j'avais fait ce métier, voilà, pour moi-même parce que j'ai voulu en fait aider les gens. Je voyais toujours ce métier comme un truc noble, qu'on peut aider les autres, on peut aider les gens. Mon père, il m'a transmis le savoir-vivre, il m'a transmis le fait d'être une personne professionnelle, empathique, de mettre le patient devant toi comme si c'était ton frère, ton père ou ta mère, de traiter les autres d'une manière digne et que de respecter les autres, de respecter le corps humain, voilà, de respecter la patientèle parce que c'est eux qui nous donnent à bouffer et c'est eux qui nous... Voilà. Et ça, je l'ai pris beaucoup de mon père. Et voilà, je pense que ça a très bien marché. En plus, c'est génétique. Hein, c'est pas que je me fais... Vous ne vous forcez pas? Non, je le force pas. Source, non, ça vient naturel en plus. Voilà. Ok, super. Et donc, vous avez déposé 30 CV. Oui. Vous avez travaillé dans plusieurs pays. Et comment vous vous retrouvez en France, quoi? Ouais. En fait, moi, j'étais dans plusieurs pays. J'ai fait en Roumanie, j'ai fait en Autriche, ma spécialité. Après, j'ai fait des fellowships en Angleterre, à London et à Bristol. Et j'avais fait aussi en France, voilà. Et à Bruxelles, au CHU Bruxelles. Donc, j'ai fini mes études, voilà, je suis revenu au Liban, on voulait ouvrir un cabinet au Liban. La situation ne nous a pas permis parce que, voilà, la dévalorisation de la livre libanaise, le blocage des banques libanaises, voilà. Une livre libanaise, elle est à 20 000, un dollar, pardon, à 20 000 livres libanaises. C'est une dévalorisation de ouf au niveau de la monnaie libanaise. On voulait ouvrir mon cabinet, ça n'était pas, voilà. Donc, j'ai travaillé au Liban avec l'ami de mon père, qui est un chirurgien plasticien très renommé aussi au Liban. Et après, voilà, à un moment donné, la situation faisait qu'il fallait que je reparte à l'étranger parce que ça s'est devenu tellement difficile, la situation au Liban, malgré que mon père, il est chirurgien, que voilà, il fallait que je quitte, hein, il fallait que je me fasse mon avenir à l'étranger, quoi.
Et j'avais jeté, je voulais jamais venir en France. J'avais dit, malgré que j'adore les croissants, les baguettes et les cafés crème, mais non. C'était pas la France, quoi. Je sais pas pourquoi, non. Ouais. C'était pas mon premier choix, hein, je vous dis honnêtement. Bon, j'avais mis mon CV sur Indeed, j'avais jeté mon CV. Je voulais toujours anglo-saxonne. D'ailleurs, j'adore les Anglais, j'adore les Irlandais, j'adore les Écossais. Ça se voit la laine. Ouais, voilà. ouais, en effet, ouais, ça, ouais. Et je voulais dans ces pays-là qui parlent l'anglais. Voilà, j'avais tout reçu. L'ordre de médecin, il m'a accepté, tout était très bien. J'avais jeté plus que 30 CV et c'était à l'époque où le Covid il a commencé en fait et c'était un blocage en fait au niveau des vols et c'était un blocage, un vrai freinage, un vrai blocage. J'avais jeté 30 CV à l'époque, j'avais reçu à peu près 0 réponse. Wow. Ouais. 2 ou 3 interviews qui se sont annulées en fait à cause du Covid, voilà. Et je me suis dit, écoute Richard, je sais pas, j'étais un peu désespéré, voilà, un peu anxieux. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait 11-12 ans d'études et là, d'un seul coup, c'est comme si je voyais mon rêve qui s'effondrait en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Richard? C'est pas possible, t'as pas fait ça pour rien en fait. Ça doit exister un bon Dieu qui va, voilà, je sais pas, ça doit exister les bonnes forces parce que je suis pas une mauvaise personne, j'ai rien fait de mauvais, il faut que ça marche, voilà. Un seul CV s'était jeté en France et même pas une heure, ils m'ont appelé, vous venez quand travailler chez nous? Je me suis dit, alors si ça, c'est pas le destin, c'est quoi, c'est le destin? Voilà. Bon, je l'ai accepté, je me suis dit, il faut jamais dire non à une porte ouverte, il faut jamais dire non au destin, tu l'acceptes. Et voilà, Dieu merci, là, je suis où je suis. Et je l'avais prise, c'était c'était le 19 novembre 2021. C'est une date marquée dans ma tête, gravée, hein. On ne peut pas l'effacer. Ah, waouh. 19 novembre 2021. Donc là, vous quittez le Liban, vous laissez tout. Ouais, j'ai quitté le Liban, j'ai laissé tout avec 3 valises. D'ailleurs, j'ai un post sur mon Instagram avec les 3 valises quand j'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma mère, j'ai quitté mon père, mes 2 animaux, un chat et un chien, notre grande maison, voilà. Ouais, c'était pas simple, hein. Ah oui, en effet. Et donc, vous vous retrouvez en France. C'est comment vos débuts en France? Donc, je suis venu en France. C'était, voilà, tout était waouh, tout était beau. On va voir la Tour Eiffel, on va voir l'Arc de Triomphe, on va manger un croissant, on va boire un café dans les cafés. C'était trop sympa 2 semaines. Après 2 semaines, c'est le choc, c'est pleurer. Moi, je ne sais pas quoi faire ici. Je ne sais pas quoi je fais ici. Qu'est-ce que ça se passe ici? Les gens sont tellement pas sympa, voilà, pour ne pas dire autrement, froid. Ouais, je veux pas jeter des gros mots, mais voilà, on connaît tous, voilà. Mais c'est connu. En plus, vous êtes arrivé en Île-de-France. Je suis arrivé direct à Paris. Ah oui, non, c'est connu, ça. Et en plus, j'étais accepté direct à Paris, hein. Je vous dis pas ni Lyon, ni Lille, direct Paris. Vous voyez, c'est un destin de ouf. Wow. Donc, je suis venu ici. C'était très beau au début, mais après, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici, Richard? Qu'est-ce qui t'a ramené ici? Je vous jure. Je suis resté ici. Voilà, j'ai bossé où je bossais avant dans l'ancienne clinique. Ouais. Et après 1 mois, j'avais tout mis en paquet. J'avais pris des paquets de Ikea. J'avais tout rangé, voilà, parce que voilà, j'étais accepté en Irlande d'y aller travailler en Irlande. Et c'était mon rêve, en fait, voilà. Mais quand je suis allé en Irlande et j'ai vu qu'il fallait que je fasse Dublin, Cork, Limerick, toutes les 3 cliniques en même temps et que je voyais que quand même je suis tellement béni en France que voilà, là-bas c'était trop différent. C'était sympa, voilà, ils sont très accueillants, très ouverts, mais je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Et la clinique où je bossais, où je voulais que je bosse là-bas, ils voulaient que je fasse des trucs sous anesthésie locale qui se faisaient pas en fait. Il fallait de l'anesthésie générale et je me suis dit moi je vais pas risquer mon diplôme pour faire des choses pareilles, même si votre offre d'argent, elle est tellement... Moi, c'est déjà moi, l'humain et mon diplôme, avant de mettre, mon diplôme et la périclité de mes patients, voilà. Donc, je suis revenu. Je me suis dit, je suis tellement béni, mais ça m'a pris tellement de temps. Je pense que c'est 2 ans, ça m'a pris pour m'accommoder très, très bien. Je suis devenu un peu parisien, pas hypocrite, très humble, mais pas... Ah, vous connaissez bien les Parisiens. Je connais très très bien.
Donc, je suis très sympa, très souriant, très jovial. Je suis pas hypocrite, mais voilà, je suis un peu devenu parisien. Il faut se mouler, en fait, parce que si on se moule pas, on peut pas s'intégrer. Non, c'est sûr. Et voilà, ça marche très bien, heureusement, et grâce à ma foi. En plus. Mais donc, aujourd'hui, comment vous avez fait pour, en si peu de temps, avoir un cabinet? Comment vous avez fait? Déjà, moi, je veux vraiment que vous nous racontiez l'histoire. Bon, OK. Oui. Vous travaillez un peu. À quel moment vous dites, OK, je vais ouvrir mon propre cabinet, vous trouvez le financement et tout. Comment vous faites ça? Comment ça se passe, tout ça? Ouais, c'est beau et c'est un peu désolant et c'est un peu dommage parce qu'en fait, le fait de travailler pour les autres, et je pense que le ras-le-bol de travailler pour les autres et le fait que les autres, ils doivent me dicter ce que je dois faire parce que c'était une machine à encaissement d'argent. Il fallait que tu fasses ça, ça, ça. Même si c'est pas une bonne indication, il fallait que tu le fasses, voilà, parce qu'il faut que tu encaisses de l'argent. Moi, mon salaire, il était égal, pareil. Pareil, Moi, je m'en foutais de ça. Moi, je voulais juste donner un bon résultat pour des bons patients, quoi. Mais j'avais parfois des choses qui me forçaient à faire des choses. Mais moi, j'ai dit, moi, je veux pas faire ce truc-là. Je peux pas le faire. C'est contre vos valeurs, quoi. C'est contre mes valeurs et c'est contre que je connais que ce traitement, ça va pas marcher pour cette indication. Et vous pouvez pas me faire ça. Après, le conflit d'intérêts de travailler avec d'autres, ça sert à rien de mentionner qui et comment et quoi, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, dès que j'ai commencé ma première semaine de travailler pour les autres, je savais qu'à un moment donné, c'est impossible, il faut que tu ouvres ta clinique parce que c'est pas possible. En fait, c'est ton travail à toi, c'est tes diplômes, c'est tes 11 ans d'études. Tu es en train de donner tout ça à une personne qui te dicte ce qu'il faut faire et qui te dit que voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça pour avoir ça, ça, ça. Mais moi, je voulais pas faire ça. À un moment donné, je me suis dit, écoute, tu ouvres ton cabinet. C'est un truc très beau, très humble dans le 8e. C'est pas un 500 mètres, un 1000 mètres d'un cabinet. C'est un truc très cosy, très sympa, très humain. Les premiers mois, je me suis dit, je sais pas où j'avais le courage de le faire. Je vous dis honnêtement, c'est pas simple d'avoir un propre cabinet, de payer tous les loyers, tous les trucs, l'électricité, payer tous les charges, tout ça. Au début, je me suis dit, voilà, écoute, tu le fais. Je sais pas, il y avait une force interne qui m'a poussé à le faire. Tu le fais. J'avais fait pas mal d'interventions, j'avais mis pas mal de côté. J'avais investi en fait dans mon cabinet. J'avais acheté la chaise, j'avais acheté tout, le lit médical, tout ça. Et je l'ai ouvert. Bon, moi, les premiers mois, c'était manger des baguettes avec du beurre. Ah oui? Ouais, un peu too much dit, mais voilà, c'était dur. C'était dur, c'est pas simple, et même pour ceux qui veulent se lancer au début, parce que voilà, moi, venant d'un pays étranger, ouvrir un truc nouveau ici, se faire connaître, voilà, les gens, voilà, j'ai des gens d'ailleurs là, ça fait 3 ans qu'ils me suivent sur les réseaux, et après 3 ans qu'ils ont pris un rendez-vous, voilà, donc ça prend du temps quand même, voilà. Et je me suis lancé. Écoutez, un jour j'avais 2-3 patientes, l'autre jour j'avais 5, l'autre jour j'avais 10. Après, je vois que voilà, ça marchait. Les gens, ils voyaient que lui, il n'est pas un vrai connard. Il n'est pas pour l'argent. Il est ici pour donner de l'humain. Il est ici pour aider les gens. Et ça a marché. Et voilà, grâce à ma foi, grâce aux aides, aux forces qui sont autour de nous, qui sont en Vous en haut, parlez beaucoup, Oui, parce que je suis chrétien catholique. Je crois en ça et je suis tellement fier de ça. En tout cas, j'ai remarqué que vous en parlez beaucoup. Vous parlez des anges, vous parlez des anges gardiens. Anges gardiens. Vous parlez de votre père qui est là-haut. Justement, on va revenir dessus en fin d'émission. C'est pour ça que j'ai posé ces questions-là. J'adore beaucoup ça. C'est un sujet tellement qui me chauffe tellement le cœur. Et je pense que tous, on est ici sur Terre accompagnés de quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et je suis certain, parce que nous, on est des êtres humains physiques, mais il y a une âme, il y a des énergies. Et je pense que vraiment, vraiment, on est des vraies âmes ici. Et que notre corps, il est juste un corps physique qui, à un moment donné, il va faner. Et c'est l'âme qui va rester, quoi. Vraiment, je crois en ça. Et je crois beaucoup dans les forces, qu'il y a toujours une force qui nous dépasse, qui nous guide et qui nous dépasse. Wow. Voilà. On est tous une entité énergétique, quoi. Wow. Et justement, parce que vous en parlez, je suis obligé de poser la question. Est-ce que vous avez déjà vécu des phénomènes dits paranormaux? C'est pas des phénomènes paranormaux, mais j'ai vécu pas mal de choses et j'étais tellement... déjà, après le décès de mon père, pendant une semaine, j'ai senti la présence de mon père. Moi, j'ai mon lit comme ça. À ma gauche de mon lit, je sentais des énergies de ouf. Ah oui. En fait...
J'ai parlé, en fait, je sentais l'énergie de mon père et les premières semaines après son décès, j'ai senti qu'il est dans ma chambre. Non. C'est bizarre, j'ai senti, en fait, ni des bruits, ni rien. Je sentais une énergie, ça me prenait la chair de poule. J'ai senti des énergies, je sentais qu'il était toujours à côté de moi. Et voilà. Et je lui demandais si c'est toi, papa, fais-moi un signe. Voilà, montre-moi que si c'est toi, tu es là. Il Ouais. m'envoyait toujours des signes, ou bien Ah oui. par des chiffres miroirs, par exemple 11-11. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je suis venu, c'était 11-11. Hein. Non, Bah oui, c'était 11-11 et je me suis dit, ah bon, c'est bon, je suis sur le bon chemin. sans blague. Ah oui, oui. Énorme. Oui, et je lui demandais, voilà, papa, donne-moi des signes si tu es là, parce qu'en fait, il faut leur parler. Eux, ils ne Oui. peuvent pas pénétrer notre aura, sauf si on les parle. Il faut Oui. les invoquer et lui demander, après leur dire, merci, tu m'as donné un signe, maintenant tu peux me laisser tranquille, quoi. Je suis désolé, hein, ça peut paraître paranormal pour les gens, mais voilà, moi, voilà, ils m'ont dit que c'est quoi ce chirurgien, ils croient en ça. Sommes Après, des humains chacun, après tout. Hein. après, chacun fait ce qu'il Oui, veut. bien Hein. sûr. Moi, c'est mon propre point de vue et on n'est pas là pour juger personne. Hein. Waouh. Et oui, oui, je crois de ça. Il y a toujours des signes, il y a toujours voilà, il y a toujours des choses à. À creuser de ce côté-là. Oui, exactement. Ah oui. Et du coup, quand vous demandez, donc vous avez dit que, parce que c'est quoi, c'est dans chaque chose que vous faites que vous demandez des signes, ou alors ça arrive comme ça? Comment ça Pas se passe? forcément. Ouais. En fait, parfois, je reçois des signes et je pense que tout le monde les reçoit. Oui, Hein. je Après pense, le oui, Covid, oui. il y a eu un éveillement spirituel mondial que tout le monde, là, il est guidé spirituellement et énergétiquement. Parfois, je demande des signes, je demande, voilà, donnez-moi un signe si je suis sur C'est la le bon bonne chemin. voie, ou bien j'ai un avis positif qui saute, ou bien j'ai une personne qui me donne un compliment dans la rue, ou bien j'ai quelqu'un qui me dit une bonne nouvelle, ou bien je regarde sur la télé et il y a un message qui est écrit, tu Ah es oui. sur le bon chemin, ou bien voilà, ou bien je rentre sur mon Instagram, il y a un message d'un guide ou autre qui saute, ou bien j'ai une plume qui m'apparaît de n'importe où, voilà, ou bien j'ai mon chat ou mon chien qui se colle sur moi, il me fait des câlins. Après, il faut Oui, oui, savoir interpréter oui, bien les sûr, bien signes, sûr. hein, parce Ouais. qu'on les a toujours, ces Ils signes-là, sont mais toujours il là. faut les Ouais, interpréter ouais. et y croire. Parce que si on ne croit pas et C'est si on ne sait compliqué. pas les interpréter, voilà, il faut être quand même assez spirituel. Je ne Hmm. parle pas chrétien, spirituel. Spirituel, c'est pour toutes les C'est pour tout le religions. monde. Voilà, exactement. Hmm. Mais et du coup, comment est-ce que cette vie spirituelle là, vous aide dans votre métier? Beaucoup, ça m'aide énormément parce que ça me soulage beaucoup. Parce que moi, toujours, avant que je rentre dans le bloc opératoire et quand je sais que c'est une intervention qui est difficile, ça prend du temps, je suis très sûr de mes qualités, je suis très sûr de ce que je fais, mais je dis toujours, j'invoque toujours mes anges, je dis merci de m'avoir aidé aujourd'hui à finir l'intervention de A à Z et que tout ça se passe bien sans aucune complication. Et avant de rentrer toujours dans le bloc opératoire, je pense que c'est un petit truc libanais, je fais toujours ma petite prière. Je dis merci, soyez avec nous dans le bloc opératoire, que tout ça se déroule très bien pour ma patiente et pour moi. Et voilà, c'est tout. Et voilà, ça m'aide et ça m'apaise en fait. Ouais. Oh, c'est puissant ça. Oui, c'est très puissant. Ouais. Mais je dois pour revenir à votre projet, parce que c'est important d'avoir ce feedback-là. Quand vous dites que vous voulez ouvrir votre propre cabinet, j'imagine Oui. que vous en parlez un peu autour de vous. Est-ce que les gens ne vous prennent pas pour un fou? En fait, pour vous dire honnêtement, j'ai dit à personne Ah parce oui. que je savais que la jalousie, elle était à taux maximal en France et d'ailleurs partout, comme dans tout le monde. J'avais dit à personne que je vais ouvrir mon cabinet, c'était un secret, donc c'était du jour au lendemain. Ah oui. J'ai ouvert mon cabinet, voilà, sans que personne sache. Maman, je lui ai prévu un mois en avant que je vais ouvrir mon cabinet. Voilà, j'étais tellement fou, un bon fou, quoi, que je me suis lancé d'un seul coup. Et Dieu merci, vous allez dire que je ne sais pas comment vous avez fait. Dans un mois, j'avais tout mon cabinet installé. Alors même les canapés, même les meubles, tout ça, elles sont venues dans un mois et 2 semaines Wow. maximum. Donc, vous voyez, quand on a une bonne foi et quand on veut faire un truc, comment tous les trucs s'alignent et Oui, toutes les ouais, ouais. énergies s'alignent. Ouais. Quand on est de mauvaise foi et quand on va faire n'importe quoi, moi, je trouve qu'il y a une perturbation à ce niveau-là et ça marche pas toujours comme il veut. Et après, c'est pour vous dire honnêtement, pour vous dire très, très sérieusement, que j'ai envoyé le lendemain à l'ordre de médecin que je vais ouvrir mon cabinet au 41 boulevard Malesherbes. Mais une semaine, ils m'ont déjà donné ma carte, voilà, avec le nom de 41 boulevard Malesherbes. Donc, s'il y avait un impédiment à ce niveau-là, moi, j'aurais dû dire qu'il y avait une force externe qui a empêché que j'ouvre mon cabinet et que je sois ici. J'aurais dû être en Angleterre avec Ouais, mon tweed. ouais, c'est vrai. Ouais, énorme.
C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes installé. Et moi, ce que j'aimerais savoir tout de suite, c'est au début, comment vous faites pour que les patients vous fassent confiance? Parce que quand on a échangé quand même, quand on préparait l'émission, on a fait nos devoirs et tout, vous disiez quand même que c'est difficile pour un étranger qui vient s'installer en tant que chirurgien. C'est difficile d'avoir tout de suite une patientèle. Oui, Parce que les gens sont un peu réticents. C'est normal qu'on soit un peu réticents par rapport à quelqu'un qui vient de l'extérieur, qu'on ne connaît pas trop. Et comment vous faites? Comment vous vivez ça au quotidien? Oui. Alors au début, c'était pas tellement facile, mais après, moi, je fais pas mal de posts sur mon Instagram, je fais pas mal d'articles sur mon site internet. Je parle beaucoup, j'essaye pas que de mettre des avant et des après, parce que je pense qu'à un moment donné, les gens, ils ont ras-le-bol de voir un avant et un après, voilà. J'essaye de parler, j'essaye de dire, voilà, parfois avec un accent libanais, parfois avec un truc. Voilà, les gens qui veulent aimer, ils vont vous aimer. Hein, oui, c'est sûr. Que vous avez un accent et que vous êtes comme vous êtes, quoi. Et j'essaye de parler toujours sur mon site, sur mon Internet. Et après, le bouche à oreille. Hein. Il y a une patientèle qui vient, elle aime, voilà, elle reste, elle continue. Il y a des gens qui viennent, qui aiment, mais qui ne continuent pas. Après, on n'est pas ici pour matcher avec tout le monde et pour vibrer avec toute notre patientèle. Hein. C'est très naturel. Hein. Il y a des gens qui aiment, qui restent et qui continuent. D'ailleurs, j'ai des patients depuis 4 ans, dès que je suis venu en France, qui viennent toujours chez moi. Il y a des gens qui viennent. Après, il y a des gens qui viennent, qui font une pause de 1 an, 2 ans chez des autres. Après, ils reviennent. Docteur, en fait, ça fait 2 ans, on était chez des autres, mais on a vu que votre travail, il est quand même mieux. Oui, pas de problème, venez, c'est ouvert dans mon cabinet, il y a des chocolats, il y a des bonbons, il y a du café à gogo à la libanaise, et il y a une très belle consultation et un esprit humain. Voilà, et c'est ça ce qui fait que ça continue, mais c'est pas facile du tout, hein. Je vous dis, c'est tellement concurrentiel. Ah oui? Eh bien, énorme. Imaginez le taux de médecins que ça existe en Paris. Tout le monde veut dans la capitale, c'est normal, c'est un milieu très concurrentiel. Bien sûr, ouais, c'est vrai. Il faut surtout se différencier d'une manière ou d'autre, voilà, de faire quelque chose que les gens soient attirés par vous, et comme ça va enchaîner les autres. Mais pourquoi le 8e arrondissement? C'est fou, parce que même ça, je ne le connais pas. Pourquoi le 8e? Je ne sais pas. En fait, c'est le loyer que j'ai trouvé. Hein. Ah oui, vous avez cherché, vous êtes tombé sur le 8e. Quoi. C'est le loyer que j'ai trouvé, que c'était le budget que je me permettais à l'époque. Et voilà, je me suis dit... en fait, même pour prendre le loyer, c'était un truc de ouf parce que j'ai appelé du jour au lendemain. C'était dans 2 jours, on a fait le rendez-vous. Wow. Et le 3e jour, j'ai pris le loyer. C'était tout orchestré divinement que ça se passe de cette manière. Donc voilà. C'était vraiment le chemin qu'il fallait suivre, quoi. Oui, je savais même pas que je vais m'installer dans le 8e. Honnêtement, je vous dis pas, je vous cache pas. Hein. Je savais même pas que j'aurais ma plaque au 41 boulevard Malesherbes, que le monde passe à travers et que voit mon nom là-bas. Quand j'ai envoyé d'ailleurs une photo. Après, mon père, je lui ai jamais dit. Hein. Je lui ai dit 10 mois après l'ouverture du cabinet. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il faisait des soucis. Il me disait, mon fils, pourquoi tu as ouvert un cabinet? Tu es tout neuf, fais-toi ton nom, laisse les gens te connaître. Je voulais pas qu'il se fait des soucis pour moi, en fait. Après, moi, j'ai un peu galéré, hein, je peux pas mentir. Hein, c'est humain de galérer. Ça vous a forgé. C'est humain, ça m'a forgé, ouais, c'est humain de galérer. Mais je lui ai pas dit, et heureusement, je lui ai dit en décembre, et lui, il est décédé en juillet, mais il n'a pas vu le cabinet. Ma mère, elle lui a montré comme ça en vidéo. Oui. Mais il n'était pas présentiel, mais d'ailleurs, ces 2 photos, elles sont toujours chez moi, dans mon cabinet. Ah oui, super. Et donc, au-delà de ça, moi, j'aimerais savoir, puisque tu as eu à faire des centaines de blocs à ton actif. Oui. C'est quoi l'âge du patient le plus jeune que tu as eu à opérer? J'ai opéré un patient de 18 ans. Après, on a opéré des plus jeunes, mais c'était à l'hôpital. Hein. C'était des brûlures de main, et voilà. En privé, j'ai opéré à 18 ans un patient reconstruction du nez après 3 chirurgies qui n'étaient pas bien faites, ratées, voilà. Il avait tout le nez qui était tombant, qui s'est effondré. En fait, le nez, c'est un toit et il y a des piliers. Hein. Si les piliers de la maison, elles ne sont pas stables, le toit, il peut se... il s'écrase. Voilà, exactement. C'était un patient et il avait 18 ans. 18 ans, voilà. C'était quoi son nez? Pourquoi son nez avait chuté? Parce qu'il avait eu un coup? Parce que c'était une chirurgie pas bien faite. Une chirurgie ratée du nez, voilà. Et en fait, comment il m'a trouvé? Il a cherché, voilà,
chirurgien sur Paris. Oui. Je pense qu'il a cherché chirurgien libanais. Je Ah, sais pas, je peux pas dire des bêtises parce que nous, les Libanais, on est tellement connus dans l'esthétique. D'ailleurs, on voit toutes les femmes, mais elles sont toutes refaites. Elles sont belles d'ailleurs, ouais. hein. Ouais. Elles sont toutes refaites. Et d'ailleurs, c'est un truc au Liban qu'on fait beaucoup les nez, hein. Hmm. Heureusement, j'ai pas pris le nez de le nez de papa, il est beau, hein. Ouais. Heureusement, j'ai pas pris un nez comme ça, mais au Liban, il y a beaucoup le nez méditerranéen Ouais. qui est un peu, Un peu voilà, crochu. ouais, exactement. Et on fait beaucoup de nez au Liban. Et je pense qu'il a dû chercher et voir que, voilà, chirurgien libanais à Paris, il fait de la rhinoplastie. Et je pense que c'est pour cela qu'il m'a choisi. Voilà. Et après, bien évidemment, si ça accroche au niveau humain et au Oui, niveau oui, des forcément. Oui, explications oui, et au oui, oui. niveau, il faut être tellement transparent avec sa patientèle qu'il faut lui dire qu'il y a tel risque, il y a que l'opération, ça marche à tel pourcent et il y a tel risque et tout ça. Il faut être transparent, Mm. hein. On est dans l'humain. Il ne faut pas promettre des gens que tu vas sortir, voilà, tu rentres, tu vas sortir J-Lo ou Kim Kardashian. C'est impossible, hein. Et non, mais tu parlais des Libanais, justement, on avait remarqué aussi que. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant cette culture de la chirurgie esthétique au Liban? Qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas, les femmes, elles aiment être belles pour leur mari, je pense, je sais pas. Ouais. Je pense que c'est une mentalité, je sais pas, que peut-être la femme, pour que son mari, il garde ses yeux sur elle, je Ouais. pense qu'elle veut être toujours belle et tirée à quatre épingles. D'ailleurs, je pense que c'est dans le monde arabe, c'est pas que Oui, c'est vrai. qu'au C'est Liban. vrai, c'est dans le monde. Oui, Oui, j'avais remarqué parce aussi. que je pense que les hommes, ils ont tendance à regarder droite à gauche quand c'est toujours routine, routine. Voilà, il faut un peu changer. Énorme. Ok, je comprends bien. Je pense, hein. Oui, oui, on a le droit de penser. On a le droit de Oui. penser. Encore mieux. Et pendant qu'on préparait l'émission, vous m'avez aussi dit que vous êtes souvent fait draguer. Oui, je me suis fait draguer à plusieurs reprises. C'est sympa, hein, mais après, il faut pas dépasser la ligne rouge, hein. Heureusement que j'ai des caméras. Ouais, j'ai des caméras et voilà, je suis tellement protégé dans Ouais. mon cabinet. Ouais, je me suis pas mal dragué. En fait, j'ai eu pas mal de compliments, des Ouais. beaux compliments. Ouais. Et c'est quoi Là- celui qui revient souvent? C'est quoi? Euh, Vous êtes très gentil, D'accord, ok. vous êtes très sympa, docteur. Il y a des gens qui m'ont dit, vous êtes très beau, docteur. Ah, Bon, c'est bien, merci. c'est gentil, merci. Vous aussi, vous êtes très beau. Mais à un moment donné, ça a dépassé la ligne rouge. Et c'était un peu too much pour moi. J'avais une patiente qui m'a dit, docteur, vous m'excitez, par Non. exemple. Si, oui, après, voilà, je l'ai pris un peu en blague, mais je suis resté quand même très professionnel. J'ai dit, ah bon, ok, cool, on continue le traitement. Alors, ça se joue pas. Vous pouvez me draguer dans la rue, dans des restos, mais pas dans mon cabinet. L'espace cabinet, c'est un espace sacré professionnel, ça reste professionnel. On est dans le cabinet. Dans le cabinet, c'est que professionnel. Dans la rue, qu'on boit un café ou qu'on fait autre chose, ça c'est autre chose, mais pas dans le cabinet. Respecter le professionnel, et ça c'est un harcèlement contre les médecins. Il faut jamais, aucune personne, il faut pas que ça se sent mauvaise dans son propre endroit. Imaginez-vous que vous, dans votre Lieu de service, ouais. d'endroit, vous vous sentez un peu menacé ou voilà. Et c'est dû à ce fait que j'ai mis pas mal d'alarmes et pas mal de caméras dans mon cabinet parce que voilà, je trouvais que j'étais pas en sécurité en fait. Ah oui, ça c'est un vrai sujet. Oui, Surtout pour le métier que vous faites, c'est assez délicat quand même. oui, exactement, oui. Waouh. Voilà. Et les femmes qui vous ont dragué, c'est quoi, c'est quoi l'histoire qui Vous vous a la êtes plus habillé marqué? très beau, docteur. Vous êtes tellement charmant. Vous avez un beau sourire, docteur. Bah, il y a des gens aussi qui essayaient un peu de Ouais. baisser le prix. Ouais, Est-ce que vous pouvez me faire un petit prix? Ah. J'ai dit, je suis désolé, là-dessus, on ne joue pas, hein. Je suis tellement désolé. Vous êtes très sympathique, madame, mais on reste professionnel quand même. Ouais, mais voilà, c'est pas méchant, hein. On a le droit, hein, mais après, ça reste du professionnel. Oui, c'est sûr. Sinon, Oui. ça part dans tous les sens. Et Oui. il y a aussi l'histoire avec, justement, la dame, c'est Lydia Pop. Oui, Est-ce que vous pouvez me Lydia, raconter comment je t'embrasse, ça Lydia. s'est passé? Parce que ça se voit sur les réseaux que vous avez une relation un peu particulière. Ah oui, je l'adore, Euh, Lydia. Et comment ça s'est passé, du coup? Lydia, c'est une fille qui était brûlée en Ouais. fait dans un restaurant à Aubervilliers, ouais, Exactement, voilà. Elle était traitée pas mal dans l'hôpital, un hôpital d'État, et après elle est revenue en privé parce qu'elle avait la texture de sa peau, elle n'était pas belle. Après une brûlure, vous savez que la texture de peau, elle est un peu cartonnée. Oui, cartonné, en effet. Ouais. Elle est un peu dure, Ouais. voilà. Donc,
Elle est venue chez moi, voilà. Moi, je parle aussi 6 langues d'ailleurs. Elle parle le roumain. Je lui ai parlé le roumain. Elle est rentrée chez moi. En fait, elle écrit tout ça dans son livre. En fait, j'entendais des rires derrière le mur. J'entendais des sourires, des rires. J'entendais une personne poser. Allez, ouais, c'est écrit dans son livre. Elle m'a mentionné. Et elle est rentrée. Je lui ai dit bonjour, vous allez bien? Elle me dit oui, je vais bien. Je lui ai dit est-ce que vous parlez le roumain? Elle m'a dit oui. Et on a commencé à parler le roumain. D'un seul coup, elle s'est apaisée. Elle était trop mignonne. Elle était avec sa maman. Et elle est venue. Elle m'a dit, voilà, je me suis fait une greffe au niveau du visage. Je vais juste que ça soit plus beau, plus homogénéisé. Je lui ai fait du laser au niveau du visage. Après, on a commencé à faire des traitements de peau, des inducteurs de collagène, des traitements hydratants. On a fait des traitements skin booster, du Hydromax. Ah oui. Je lui ai fait une chirurgie au niveau des yeux pour lui remonter les angles des yeux. Elles étaient collées en fait sur le périoste. Et elle est très sympathique, Lydia. D'ailleurs, elle m'écrit toujours. Tout le temps, elle vient chez moi. Ah oui. Je lui demande rien. Je lui demande que de la santé. Elle vient toujours, elle m'amène ou bien des chocolats. À Noël, elle m'a amené une chemise. Je sais pas, c'est ça le fait de voir les gens qui vous donnent un feedback positif. C'est ça qui me fait dire que le métier a du sens. Il faut continuer quand même, voilà, pour ces gens-là qui savent apprécier le professionnel, l'être humain, voilà. Et voilà, elle est très mignonne. On lui fait le salut, Lydia. En tout cas, Lydia te fait un coucou. Bravo pour le livre. On l'a pas encore lu, mais bravo déjà. Justement, par rapport à ça, puisqu'on parle de brûlure, donc j'ai noté quelques questions. Vous allez me dire si c'est bien ou pas. Oui. Voilà. Alors, concernant les brûlures, faut-il percer les cloques après les brûlures ou pas? Oui. Alors, moi, comme j'étais formé en chirurgie plastique, esthétique, reconstructrice et brûlure, nous, on coupait toujours les cloques. Voilà. D'accord. Voilà. Après, il y a des gens qui vont dire que c'est un pansement biologique, je le comprends. Mais nous, de notre point de vue, parce qu'après, si on coupe les cloques, d'accord, il y aura la peau qui est exposée et c'est à ce niveau-là où il faut faire le traitement. Parce que si on met un traitement sur une cloque, il n'y aura pas de pénétration au niveau des tissus brûlés. Parce que la cloque, elle se forme comme une réaction, en fait, immunitaire, inflammatoire, suite à une agression par brûlure chimique, physique, électrique. Et c'est comme ça que ça se forme la cloque. En fait, l'accumulation de liquide et de lymphe, c'est ça qui va protéger en fait la peau en dessous. Nous, on vient et on coupe, nous, les chirurgiens de base, on vient et on coupe la peau, voilà, on retire ça et il faut exposer ça, il faut mettre des traitements certainement, changer le pansement tous les jours, voilà. Il y a tout un protocole, mais il faut l'enlever. Après, si c'est une cloque petite sur le doigt, voilà, et vous voulez pas l'exposer, ça peut la percer et la recoller en fait sur directement sur la peau, sur l'endroit brûlé, ça peut provoquer un pansement biologique, ça peut sécher, mais à un moment donné elle va tomber, dans tous les cas elle va tomber, mais ça reste juste un pansement biologique, pas un pansement provoqué par un médecin, mais toujours on coupe. Ah oui, ok, d'accord, super. Heureusement ça vient de vous parce que et ce que vous dites se tient, parce que moi j'ai lu des trucs sur internet comme quoi il fallait pas enlever la cloque et tout, je sais pas quoi. Bah, imaginez qu'il y a des cloques, des sacrées cloques, hein. Vous allez sortir comme des boxeurs, comme ça, avec des cloques. Ok, super, on note ça. Deuxième question, faut-il enlever les vêtements collés sur la peau après la brûlure? Ah oui, obligatoirement. Il faut les enlever obligatoirement, il faut les retirer de suite. Après, s'il y a des morceaux de plastique, parce que voilà, tous les habits ne sont pas tous en coton, il y a des habits en polyester et ça peut se coller parfois. Il faut toujours les retirer. Si ça ne se retire pas, il faut mettre de l'eau froide, laisser que ça forme une cloque. La cloque, elle va automatiquement pousser en fait le tissu collant sur le truc et la retirer. Mais le plus vite possible, retirer en fait tout ce qui est vêtements, tout ce qui est source, qui est collé sur le corps et voilà, mettre sous eau froide obligatoirement direct. Une 30aine de minutes sous eau froide. Ah oui. Comme ça va en fait annihiler l'effet de la brûlure, l'effet du choc thermique qui est sur la peau. Waouh, ok. Oui. D'accord. Comme quoi, Internet, c'est pas toujours ça. Hein? Exactement. J'ai lu tous les versets. Oui. Bon, je vous mets en garde par rapport à ceux qui regarderont sur ChatGPT. Voilà. Faut-il mettre du dentifrice sur les brûlures? Ça, c'est très récurrent, ça. Oui. Alors moi, de point de vue médical, je dirais non. On va laisser
tomber. Mais si vous voulez un truc biologique et que ça apaise un peu, si c'est une dentifrice Oui. mentholée, on peut mettre du dentifrice. Mais après, est-ce que la dentifrice, elle va faire quelque chose? Je pense pas grand-chose. Il y a des pommades, il y a des crèmes anti-brûlure, mais voilà, il faut les acheter de la pharmacie comme Flamazine ou d'autres marques à Ouais. base d'acide hyaluronique qui vont vraiment apaiser, soulager. Mais le fait d'avoir du menthol dans la dentifrice, ça peut un peu apaiser le temps qu'on y arrive à la pharmacie. Mais si, voilà, ne le prenez pas que Dr Richard, il a dit il faut mettre dentifrice. Moi, je dis qu'il faut rester médical. Hein. Ah, donc c'est le menthol dans le dentifrice qui permet que ça apaise. Exactement, ça Non. apaise, ça va donner un rafraîchissement pour oui. les tissus. Voilà, c'est comme si on se lavait les dents avec un truc mentholé ou on met un chewing-gum mentholé et ça fait une bonne haleine, d'accord. un bon rafraîchissement au niveau des poumons. Et ben ça fera Pareil pareil sur au la plaie. niveau de la plaie, ouais. Mais certainement eau froide. Et voilà, après, si on n'est pas à côté d'une pharmacie, dentifrice, ça peut le faire le temps qu'on y arrive à la pharmacie. Ok. Et il y a quel autre produit de maison comme ça qu'on peut utiliser vite fait pour soulager une plaie? Il y a autre chose? Honnêtement, non, mais on peut désinfecter avec de la bétadine si on Oui. en a. Et Ouais, on ouais. peut mettre un peu d'alcool. En fait, l'alcool, ça va très brûler sur une plaie Oui, ouverte. ouais, Ça ouais, va ça brûler, fait mais mal. c'est un désinfectant Ouais. très, Très puissant. très puissant. Ça Ouais. fait très, très mal. Mais vaut mieux le mettre et souffrir une bonne 5 minutes que avoir une plaie infectée, C'est quoi. clair. Oui, J'ai entendu dire, vous me direz hein, si vous connaissez, oui. j'ai entendu, il y a des gens qui mettent de l'huile de palme sur les plaies. Ah ouais, non, horrible. Non, non, surtout pas. L'huile de palme, l'huile d'avocat, l'huile de colza, Ouais. l'huile de jojoba oil, jojoba oil ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Certainement pas, non. Ah, Vous pouvez l'utiliser dans les cheveux, pour les ongles, mais non. Pas sur les plaies, non, non. parce que j'ai un pote justement, lui n'est pas médecin, lui n'a rien à voir avec la médecine. Hein. Mais à chaque fois, on a des discussions comme ça et tout. Il me dit, ouais, l'huile de palme, c'est un désinfectant. Je lui ai dit, ouais. Ouais, ça c'est la médecine naturiste. Hein. Ouais, Après, ouais. les naturistes, ne me sautez pas dessus. Hein. Ok. La dernière, du coup, bon, vous avez répondu à demi-mot, mais justement, ça, c'est un truc que j'ai tapé sur ChatGPT. Oui. Voilà. Le froid. Est-ce qu'il Oui. faut-il mettre du froid sur une plaie? Oui, il faut. Ouais. Après, il ne faut pas surtout mettre des glaçons et les laisser une trentaine de minutes. Ça peut provoquer des gélures. Hein. Ah, Ça peut voilà. provoquer Ok. une brûlure par froid. Ça s'appelle Ouais. des gélures. Il faut mettre du froid, mais il faut savoir quand même quand retirer ce Retirer, froid. ouais. Parce que le froid lui-même aussi, il peut provoquer des nécroses tissulaires. Hein. Ah. Alors, ça peut provoquer en fait, ça peut inhiber la circulation sanguine due au froid parce que le froid, il va faire une vasoconstriction au oui. niveau des Oui, vaisseaux de vaisseaux, sang. oui. Voilà, exactement. Et l'endroit, il ne sera pas tellement irrigué et il y aura une nécrose suite au froid. Donc, il faut mettre et enlever le froid. Ah oui. Oui. Sous eau courante froide, vous pouvez le laisser 20 minutes, 30 D'accord. minutes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pas des glaçons qu'on les met sur une brûlure et on dort avec. Non, pas du tout. Ça va vous provoquer des brûlures de malade. Ah ouais, ça, c'est Oui. des conseils précieux. Ça c'est... Oui, oui. Et Les non, gélures, voilà. les gélures, ok. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ces petits conseils. Il y a pas de problème. Justement, vous disiez en amont que l'une des chirurgies que vous pratiquez le plus dans Oui. votre cabinet, en tout cas, c'est la rhinoplastie. Exactement. Et en ce qui concerne la rhinoplastie, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi un beau nez? À quel moment Oui. on sait que son nez est beau? Oui. Déjà, je veux dire que tout le monde, il est beau comme il est fait. Oui. Comme maman, papa, le bon Dieu, il vous a fait. Vous êtes tous beaux. Après, il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils ont une bosse, ils ont une respiration déficitaire, ils ont une déviation de la cloison nasale. Ils ne s'aiment pas, en Oui. fait, en face du miroir. Ils se voient, ils veulent un changement. C'est là où j'interviens moi-même. Si c'est un nez, voilà, juste pour faire de la fantaisie, moi, j'essaie de catégoriser mes patients et j'essaie de refuser certains cas. Ah, quoi. ok. Mais si c'est un truc qui est vraiment moche, voilà, soyons comme ça, qui est vraiment gênant, il y a une respiration gênante, il y a une hypertrophie des cornées nasales, il y a une cloison nasale déviée, Déviée, le oui. patient il peut pas dormir, il ronfle la nuit, et ben là c'est une intervention. Et en plus de réparer en fait cette déviation, il y a aussi l'effet esthétique qui gêne la patiente ou le patient, et c'est là où ça joue aussi. Mais il y a vraiment des gens vraiment complexés par leur nez, hein, comme les dames qui sont complexées par leur petite poitrine Oui. ou grosse poitrine ou leur ventre après Ouais, accouchement ou je sais pas, ou leur bras qui pend après l'accouchement ou après une perte de poids importante, après une chirurgie de sleeve, de réduction de l'estomac. Donc il y a vraiment des cas où les gens ils ne s'aiment pas. Voilà. Et moi je dois comprendre et je dois faire une différence entre les gens qui vraiment
sont affectés psychologiquement et psychiquement, qu'ils n'aiment pas leur nez et ils ne se trouvent pas beaux Oui. et il faut aider et faire une trait et une ligne droite entre les gens qui veulent se le faire juste pour le plaisir et juste voilà pour Pour le changer fun, un quoi. truc et ils ont un problème de dysmorphophobie Ah oui, donc ils justement. sont beaux et ils se voient moches. Alors là, je Est-ce que vous n'interviens avez jamais. Ah ouais, des patients comme ça, vous les prenez pas? Non, j'avais pris un ou deux, mais c'est des patients vraiment tellement casse-tête et chiants que je vous dis honnêtement que ça me bouffe de l'énergie. Et j'essaye, malgré que j'ai fait un travail naturel, ils voient toujours Il y a un leurs problème. défaits. Ils voient toujours leurs défaits. Donc, vaut mieux ne pas toucher et voilà, traiter, sauf si c'est le cas. Et si c'est un vrai problème qui pose des vrais problèmes voilà, de respiration ou des vrais problèmes que si un cas de dysmorphophobie ou un cas de fantaisie, quoi. D'accord. Et justement, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient des gadgets pour Oui. amincir leur nez. Est-ce que Oui. ça marche, ça? Non, malheureusement, ça marche pas. Le cartilage, il est déjà formé. Ouais. Les os, elles sont déjà formées. Si vous allez avoir une bosse dans votre nez et si votre génétique, elle vous dit que vous aurez une bosse sur votre nez, vous pouvez rien faire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des bandages, vous pouvez mettre des trucs à l'intérieur du nez, en dehors du nez. Ça va rien faire. Ça va absolument rien faire. Ça va rester en place quand vous les mettez. Quand vous les enlevez, ça va revenir à son état normal. Donc les trucs esthétiques, je pense surtout les trucs coréennes qui se mettent des trucs dans le nez pour avoir le nez plus droit. Moi aussi je les vois, mais je me demande on va où? Mais non, ça marche pas en fait. Vraiment, ça marche pas parce que le cartilage, il est soudé, il est formé. On peut pas changer un cartilage sauf si on intervient, on le coupe, on le remet, on le repositionne. Donc vraiment, ça marche pas. D'accord. Ça marche pour les gens pour ouvrir les narines. Hein. Oui. Ça marche pour ne pas ronfler. Hein. S'il y a un nez qui est trop fermé, ça marche ça. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Oui. Ça marche. Oui. Mais si c'est juste pour l'esthétique, que ça, pour remodeler affiner, le nez, non, pas du tout. Ça marche pas. Oui, non, pas du tout. Ok, bon, on a noté ça. Bon, désolé de vous décevoir, visiblement, ça marche pas. S'il y en a pour qui ça a marché, dites-nous en commentaire, on sera curieux de lire ce que vous avez partagé. Et est-ce que vous avez des patients qui sont addicts à la chirurgie? Oui et non. Oui, mais en fait, ça sera plus mes patients, en fait, parce qu'ils voient que je suis pas le médecin qui fait ça. Pour encaisser de l'argent et pour faire de la chirurgie. Et voilà, si c'est pas nécessaire, je le ferai pas. Donc, il y a des patients addicts à la chirurgie et d'ailleurs, ils sont ils se voient dysmorphophobie. Voilà, exactement, ils ont une dysmorphophobie. Mais j'essaye de ne pas les prendre parce que, comme je vous ai dit, c'est des patients très difficiles. Ils ont un problème au-delà de l'esthétique, c'est au niveau du cerveau. C'est un problème tellement qui affecte leur mode de vie et leur mental que ouais, ils sont capables de faire n'importe quoi juste pour avoir ce type de chirurgie. Et j'essaye de non. En fait, vraiment non. Et j'essaye d'une manière ou d'autre gentille. Voilà, si je vois que la personne elle a besoin d'un aide, j'essaye d'une manière ou d'autre de dire que voilà, si vous avez besoin d'un aide, je connais voilà un psychologue qui peut vous aider à vous accepter vous-même comme vous êtes parce que vraiment vous êtes belle ou vous êtes beau et ouais. Ok, Mais c'est triste un peu. Ouais, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet. Triste, mais voilà, c'est la vie. Mais au-delà de ça, j'ai regardé plein de trucs sur Internet par rapport pour préparer l'émission. Et j'ai vu que l'opération esthétique la plus réalisée en France, c'est la reconstruction mammaire. Oui, Voilà. c'est vrai. Et bon, ça m'a surpris à moitié quand même. Parce que c'est ça qui fait beaucoup plus le buzz et tout. Et par rapport à ça, je me suis posé des questions. Oui. J'ai tapé aussi pour regarder. Et l'une des questions qui revenait, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on met des implants mammaires, est-ce que c'est à vie? Alors, les implants mammaires, elles ne sont pas à vie. Elles ont une durée de vie de 10 ans. Ouais. Après 10 ans, on est obligé et forcé de les enlever parce que la couche, en fait, qui protège le silicone à l'intérieur de la prothèse, ça peut se rompre. Et une fois, si jamais elle se rompt, si jamais elle se déchire, voilà, soi-disant, le silicone, il peut rentrer dans les tissus et il peut rentrer aussi dans les vaisseaux de sang. Il peut provoquer des petits cailloux de sang. Il peut provoquer des septicémies, des embolies, des infarctus de partout, dans le cerveau, dans les poumons, dans les membres inférieurs, dans le cœur. Donc, vaut mieux la retirer après 10 ans et remettre une nouvelle, voilà, que de rester 15 ans et se dire, voilà, je me donne encore 5 ans, parce qu'il y a vraiment des risques que la prothèse se déchire et que le gel, ça se répand de partout.
Mais et du coup, ça veut dire que... Mais du coup, quand on enlève la prothèse, Oui. du coup, le sein, il tombe en lambeaux ou il peut rester en forme? Non, il tombe parce que c'est comme un ballon qui s'est dégonflé et il y a la Ah pellicule ouais. qui reste, il retombe. Donc, si voilà, quelqu'un souhaite retirer les implants mammaires et ne plus mettre des prothèses, bon, il faut leur dire qu'il y a un risque que la peau, elle se pend et elle se tombe. Parce que imaginez que même moi, si je mets un ballon ici, voilà, ça va expandre les Oui, tissus. À un ah moment oui, donné, bien je le sûr, oui, oui. retire, Ben, j'aurai ça veut des dire tout qui vagues. tombe. Ouais. Voilà, c'est pareil au niveau des tissus du sein. Et au niveau des fibres de collagène et d'élastine, une fois elles sont écartées, voilà, imaginez 10 ans avec une prothèse, ils ont mal. Déjà, la qualité de La la peau dans prothèse. 10 ans, De la voilà, peau, oui, en effet. Ouais. exactement, c'est très... Elle n'est plus pareille, hein. Même moi, j'ai pas la qualité de peau de mes 20 ans, 18 ans, quoi. Et il y aura un fort, une forte possibilité que ça se remet en place. Voilà, ça va se remettre, mais il y aura toujours un excédent de peau. D'accord, ouais, ah Oui, oui, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas à chaque fois. oui, Waouh. oui, Ok, d'accord. oui. Autre chose par rapport à la reconstruction mammaire, est-ce qu'on peut continuer à allaiter lorsqu'on a eu un implant? Oui, bien sûr. Alors, les prothèses mammaires, elles sont mises ou bien sous le muscle pectoral qui Oui, est ici, qui a aucune interférence avec la glande la glande mammaire, mammaire. ou bien sous la glande mammaire, qui a aucune interférence avec la glande mammaire, ou bien en dual plane, c'est-à-dire une partie sous le muscle, une partie sous la glande mammaire, d'accord? Donc, moi, je ne touche pas à la glande mammaire. Moi, je suis là pour mettre un volumateur en dessous de la glande mammaire. D'accord, Je ne ouais. suis pas là pour déchirer la glande mammaire et voilà, couper les glandes galactophores. Ouais. Donc voilà, il y a zéro risque. Voilà, vous pouvez mettre des prothèses mammaires et avoir du lait pour le nourrisson, pour l'enfant. Comme vous pouvez ne pas avoir des prothèses mammaires et ne pas avoir du lait dans les seins, quoi. Hmm. Voilà. Tout ça, ça dépend de la génétique de la personne et tout ça, ça dépend des hormones, voilà, de la prolactine, l'hormone. Et voilà, il y a Oui, qui toute permet de une gamme sécréter, d'hormones ouais, qui jouent pour que, voilà, pour qu'on puisse sécréter du lait. Et, exactement. et je suis entendu dire que lorsqu'on fait une reconstruction mammaire, on peut plutôt, à la place de la prothèse, mettre du gras. Exactement. Et c'est plus naturel, le gras. Le gras, il doit être déjà prélevé par l'hypoaspiration, Oui. c'est-à-dire on lipoaspire le tissu graisseux ou bien du ventre, ou bien des mains, ou des bras, ou bien des cuisses, ou bien des jambes, derrière du dos, poignée d'amour. On lipoaspire ce gras, on le filtre, parce que parfois le gras, il contient des fibres, des... C'est pas des, c'est comme des cordes fibreuses Oui. en fait. Voilà, surtout les Méditerranéens, ils ont un gras fibreux. Voilà. Les phototypes clairs, ils ont un peu le gras comme du beurre, c'est un gras jaune, jaunâtre. Les Ah gens oui. qui sont fumeurs, ils ont un gras gris qui est Ah très oui. mauvais. Ouais, il est Waouh. très mauvais. Et en fait, le remettre dans un autre endroit, ça va. C'est pas C'est bon. pas bon, c'est C'est pas ça ouf, qu'il faut non. purifier. Exactement. On purifie toujours le gras après avoir fait une lipoaspiration. Je le purifie, voilà, on le décantonne, voilà, et on le réinjecte à un nouveau endroit. Ces nouvelles cellules graisseuses, elles vont se mettre en place dans un nouveau endroit. C'est comme moi, je change maintenant d'habitation de Paris, soi-disant, à Lille. Voilà. Il me faut un peu de temps d'adaptation. C'est pareil pour les cellules graisseuses. Il leur faut un peu de temps d'adaptation, le temps qu'ils prennent la bonne nutrition, qu'ils prennent une bonne circulation sanguine. Voilà. Richard, il va s'adapter à Lille. X, Y, Z, ils ne vont pas s'adapter à Lille. C'est Richard qui va grandir. C'est moi, la cellule graisseuse, elle va grandir, et c'est elle qui va rester en place. Donc, il faut compter que 30 à 40% des cellules graisseuses transplantées dans un autre endroit, elles vont décéder et le reste, elles vont rester. Le résultat de transplant de gras au niveau des seins ou au niveau des fesses, le plus le temps passe, le plus le résultat il est visible. Ah Donc, oui. à un mois, le résultat, il n'est pas pareil qu'à 3 mois, il n'est pas pareil à 6 mois, il n'est pas pareil à 1 an, il n'est pas pareil à 2 ans. Si vous faites du yo-yo avec votre poids, vous perdez 5-10 kilos, vous remontez 5-10 kilos, et bien évidemment, les cellules graisseuses, elles vont baisser, elles vont augmenter. Voilà. Ah oui. Donc, oui, ça reste votre propre corps qui fait ses propres, voilà, son propre mécanisme. Ça demande une hygiène de vie quand même alors. Oui, bien sûr. Alors, on peut pas. Déjà, on fait une diète, voilà, on a un excédent de gras ou pas, ou on a une zone rebelle, ventre ou cuisse, on les retire, on les met dans le sein. Mais après, si vous perdez 5-6 kilos, 10 kilos, eh bien évidemment aussi, les seins, elles vont perdre. Hein, Bien parce sûr. que, voilà. Bien sûr. Il faut rester voilà, équilibré, nutritionné, bien équilibré, boire de l'eau, voilà, que ça tient. Voilà. Ah oui, en effet. Mais du coup, entre le gras et, et justement la prothèse, Oui. qu'est-ce qui est mieux?
En fait, il y a des prothèses. Moi, je travaille avec des prothèses ergonomiques. Il y a des prothèses ergonomiques de type 1 et prothèses ergonomiques de type 2. Et les types 1, c'est tellement léger et naturel et que non, pardon, le type 2 est tellement léger et naturel qu'ils ont inventé encore des prothèses beaucoup plus naturelles, type 1. C'est des prothèses avec une pellicule tellement fine qu'ils vont imiter, ils vont faire semblant que comme si c'était votre tissu mammaire. Donc, moi, je vois pas la différence, mais après, c'est une préférence. Et en plus, la chirurgie avec du gras, c'est deux en un. Donc, et une zone lipoaspirée Oui, et et une zone augmentée, oui, quoi. Vous oui. voyez? Les prothèses mammaires, ça reste une seule chirurgie, Oui. voilà. Ou bien vous voulez cibler deux en un, vous vous débarrassez du gras et mettre autre part, ou bien voilà. Après, ça marche pas pour tout le monde, hein. Il y a des belles dames fines qui n'ont pas un Oui, excédent de oui, de gras, gras, et oui. voilà. Oui. Parfois, je demande de faire une diète hypercalorique, voilà, pour Oui, gagner un ouais, peu de de poids, gras. pour que je puisse retirer au moins 4-5 litres et pour que je puisse les remettre. Mais si c'est pas le cas et ils vont pas grossir, il y a des photomodèles, par exemple. Il y avait une fille, elle était photomodèle, elle aimait quelque chose de naturel. Je peux lui mettre une petite prothèse naturelle, sympathique, voilà, pour son corps fin, pour que ça reste naturel et beau. Et voilà, c'est comme ça, hein. En fait, c'est de savoir choisir. C'est un art, ce métier, hein. Oui, Il faut oui, oui, savoir oui. choisir. Parce que si on est grand, des grosses épaules, je peux pas vous faire des petits seins. C'est moche, en fait. C'est pas en concordance avec Avec votre le corps. corps, oui. Oui, je ne vais pas vous faire non plus des 500 ml de chaque côté, mais que ça soit harmonieux quand même. Vous voyez ce que je veux vous Oui, dire? bien sûr. Une petite fille fine de 25-27 ans, photomodèle, encore longiligne, fin, des bras longs, visage fin. On ne peut pas lui mettre des gros seins. Il faut que ce soit harmonieux, que ce soit quelque chose que ça soit beau et naturel. Donc Mm. voilà, c'est toute une question d'harmonie. Mais du coup, quand on met du gras, est-ce que c'est à vie? Le gras, c'est à vie, hein. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous allez rester avec le gras. On peut le retirer à un moment donné, mais c'est plus difficile. Mais le Ah, gras, il faut savoir dans quoi vous vous lancez, hein. ah oui, Le gras, c'est à vie, hein. Juste, il faut savoir que vous perdez 30 à 40% de ce gras et c'est tout. Mais le reste, c'est ah, à vie. d'accord, Oui, ok. Ok. oui, Mais du coup, dans votre pratique quotidienne, lorsque vous faites des opérations de oui. reconstruction mammaire, c'est plus quoi? Vous faites plus du gras ou alors plus des J'ai les prothèses? deux. Honnêtement, j'ai les deux parce que, comme je vous ai dit, j'ai des cas où je ne peux pas prélever Ah de oui, de gras. gras, oui, bien sûr. Et je suis obligé de Mais la mettre des prothèse. prothèses. J'essaye de mettre des prothèses tellement naturelles et moi, pas forcément petites, que ça soit naturel, quoi. 200, 200 et quelques jusqu'à 300 ml au cc. Et j'ai des patientes qui souhaitent se faire lipoaspirer et mettre du Oui, gras. oui, Voilà, oui. j'ai les deux. Oui. J'ai les deux. Il y a des patientèles aussi qui souhaitent que, voilà, que leur prochain mari ou leur futur mari, qu'ils ne savent pas qu'ils ont fait une chirurgie. Ah Et c'est oui, pour cela qu'ils ont recours au gras. Parce que le d'accord. gras, c'est la texture du gras, elle est comme votre sein. La texture des prothèses mammaires, on sent quand même qu'il y a une prothèse mammaire en Ok, oui, dessous. on le C'est sent. comme un petit ballon qui est Oui, en dessous des oui, seins et on sent quand oui, même la consistance. oui. Donc le gras, ça reste un peu naturel. Voilà, j'ai les deux. J'ai les deux. Voilà, c'est chacun comme il veut. Moi, je peux donner les deux options en fonction de votre corps et de l'indice de masse corporelle, s'il y a Mm. assez de gras, s'il n'y a pas assez de gras, et voilà. Mais au niveau de la cicatrisation, Oui, alors pour la liposuction, le point de rentrée, c'est un point de 0,5 cm. C'est ouais, rien du c'est rien, tout. ouais, Ouais, et ce ouais. sont des points qui sont cachés dans des zones comme au niveau du slip, voilà, Oui. à l'intérieur des genoux, ça se voit même pas Mm, d'ailleurs. mm, mm, mm. Au niveau de la cicatrice des seins, ça sera en dessous des seins, c'est 2,5 cm, Ah oui, 3 maximum centimètres. Et il y a tellement des nouvelles techniques maintenant, et je travaille beaucoup avec des implants où on fait des petites cicatrices, on crée un tunnel, on gonfle en mm. fait sous la glande, minimum invasive, et on peut le faire en plus en anesthésie locale, hein. Oh, Je préviens, il y a beaucoup de monde, mais je préviens, c'est que pour les seins petits à moyens, c'est pas pour les gros seins ni pour les huge, énormes, voilà. Et ce sera une petite cicatrice de 2,5 cm, 3 cm pour une chirurgie mammaire. Voilà, on peut la faire en anesthésie locale, un peu assistée intraveineux pour que voilà, pour vous soyez un peu dans les vapes. Et voilà, c'est minime invasif. Vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi. Voilà, vous restez quelques heures à l'hôpital pour voir vos paramètres vitaux. mhm. Tout ça se passe bien. Je fais une consultation pour voir s'il y a du saignement ou autre. Et après, voilà, vous pouvez repartir à la maison, hein. Donc, on a tellement de choix en 2026, tellement de types de prothèses, tellement de types d'interventions que
il n'y aura pas besoin d'avoir peur. Il y aura des petites cicatrices, il y aura parfois des grandes cicatrices, il y aura parfois du silicone, du naturel. Donc, il y a assez de choix, heureusement. Hein. Énorme, énorme. Ok, mais justement, puisqu'on parle des seins, il y a la ptose mammaire. C'est quoi ça? J'ai vu ça quelque part. Oui, la ptose mammaire, en fait, elle peut survenir sur des gros seins après avoir allaité, voilà. Après une chirurgie d'obésité, voilà, ils ont perdu 10, 15, 20, 30 kilos, voilà. Il y a parfois des ptoses mammaires où il faut intervenir chirurgicalement pour rehausser le complexe aréole-téton et le remonter, voilà. Et il y a des cas de ptose mammaire où on peut réagir avec des implants mammaires ou avec de transfert de gras. Donc, pour les cas sévères, on en parle où il y aura une excision au niveau du pot, il y aura quand même une cicatrice parce qu'on ne peut pas exciser sans cicatrice. Elle sera une cicatrice ronde tout le long de l'aréole droite et comme ça. C'est comme un corps en fait. Voilà. Pour les autres, pour le lipofilling et les prothèses mammaires, ce sera une prothèse avec une 2 cm et demi, 3 maximum sous le sein qu'elle ne se voit pas parce qu'elle sera dans le pli inframammaire. Et pour le gras, c'est un 0,5 cm juste pour que je rentre le trocar et j'injecte le gras. Donc, il y a des options quand même, oui. D'accord. Juste pour vous dire, les ptoses mammaires, les grades 1 et 2, c'est peut-être faisable avec du gras et des prothèses mammaires. Ceux qui sont avancés, ça doit être de la chirurgie de mastopexie, on dit ça, c'est-à-dire de remonter le complexe aréole-téton et de retirer un peu la peau. Ok, moi, je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est trop médical. C'est vraiment médical. Ouais, je vous ai fait rentrer dans mon monde. Ah ouais, je vois ça. En tout cas, c'est important. Je pense que la santé... D'ailleurs, je suis trop dans mon truc. Hein. J'aime beaucoup mon truc. Ça se voit en tout cas. Ouais, ça se bon voit. Ouais, même en fait, quand j'ai merci. regardé le site internet, ça se voit quoi. Ah oui, je me suis impliqué à fond et je souhaite de tout mon cœur que ça se transmet et que ça se voit la vraie nature de chaque personne. Voilà. Ben, c'est génial. Et aussi, toujours par rapport à la chirurgie, donc on pense que la chirurgie des seins, c'est juste pour augmenter le volume des seins. C'est vrai, ça? Juste pour augmenter le volume des seins, j'ai pas compris, c'est-à-dire... La chirurgie des seins, est-ce que c'est juste pour augmenter le volume des seins? Ah non, pas du tout. La chirurgie des seins, c'est vraiment pour les femmes complexées. Hein. Il y a beaucoup de femmes complexées. Ils ne se sentent pas féminines. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Ouais. Ils sont à la plage, ils ont un torse tout plat. Voilà, ils ne se sentent pas féminines. Vraiment, c'est quelque chose pour aider en fait à booster l'estime de soi, à booster la confiance des femmes, à leur redonner du sourire. Vraiment, c'est pas une chirurgie. Il y a tellement une fausse idée en France que la chirurgie esthétique, que tout le monde il doit ressembler au Bogdanov, où il faut transformer les visages. C'est pas ça du tout. J'aimerais bien faire un petit alerte, un nota bene, que nous, les chirurgiens plasticiens, on transforme les corps des gens qui en ont besoin. On fait des belles choses pour les gens qui ont besoin. Parfois, on peut faire des choses pour des gens qui n'ont pas besoin, mais ça, c'est strictement le choix du patient. Mais la majorité des cas, c'est des gens mal fortunés dans le sens où la génétique, elle ne les a pas donnés et ils ne s'acceptent pas. Voilà, et c'est là il faut faire la différence que vraiment ici, ça joue beaucoup, la chirurgie esthétique reconstructrice, à rebooster l'estime en soi, la confiance en soi, parce que si on ne s'aime pas et si on voit qu'il y a un défaut dans notre corps, eh ben, on ne va jamais s'aimer. Hein. Ouais, c'est compliqué. Oui. C'est là que la chirurgie esthétique intervient. Oui, exactement. Ouais. Il faut vraiment faire, se dire que vraiment les médecins, ils font un bon travail parce qu'ils aident beaucoup leurs patientèle à regagner un petit boost, une confiance, à se sentir beau. Moi, je vous dis honnêtement, quand je fais des reconstructions de seins, d'augmentation mammaire, après 1 an, j'ai vu la patiente que j'avais vue avant de l'intervention, mais je lui ai dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes très joviale, vous êtes venue un peu quasiment anxieuse, dépressive chez moi. Wow. Elle m'a dit, mais docteur, c'est vous en fait, je me sens plus féminine. Mais moi, je me suis dit, mais c'est vrai? Est-ce que vraiment, si vous me dites ça, pour vous me complimenter ou c'est vraiment ça? Elle me dit, ah non. Mais en vrai, c'est vraiment ça. Elle me dit, elle va à la plage, elle se sent féminine, la dame. Elle se sent féminine, elle a 2 enfants. Elle se sent belle, elle se sent acceptée, elle se sent bien avec son mari, quoi.
Vous voyez? Et c'est ça le bon feedback de mes patients. Et c'est ça, là où il faut faire différence et se dire que quand même la chirurgie esthétique, c'est pas un sujet tabou. C'est un sujet qui peut aider les gens. C'est comme le médecin généraliste, c'est comme le gynécologue, c'est comme les autres métiers, hein. Après, nous, on embellit. Moi, je suis trop dans le naturel. Moi, je ne vais pas transformer des visages. Moi, si vous venez chez moi, vous me donnez une photo, je veux le nez de Michael Jackson, Oui. moi, je vous refuse. Moi, ça me dérange pas d'encaisser une énorme somme pour ça, mais moi, je veux pas ça. Parce que moi, je sais que c'est pas moi, c'est pas Richard qui fait ça. Je vais faire un truc voilà, que les gens ils disent, ah, vous avez une belle mine, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. C'est ça ce que je veux. Je veux pas que vous dire, ah, c'est qui ton chirurgien, il t'a raté, regarde ton visage, comment il est. C'est pas ça mon truc, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'améliorer, d'aider en fait la base à être un peu plus belle. Voilà. On est tous beaux d'ailleurs. Énorme. Merci. Et puis, dernière question en ce qui concerne les implants. C'était quoi? J'ai entendu, bon, de la plupart, on en a parlé. D'aucuns pensent que les implants mammaires Oui. peuvent être un élément qui favorise les cancers du sein. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des polémiques là-dessus parce qu'à l'époque, quand je faisais mon stage je faisais ma spécialité d'ailleurs, il y avait des prothèses qui avaient une couche de polyuréthane. Oui. Les prothèses à base de couches de polyuréthane, il y avait des études qui étaient faites et ils ont provoqué la prolifération des cellules cancéreuses dans le sein parce que la couche de polyuréthane, c'est comme une laine en fait. Vous voyez, elle gratte. C'était une couche gratteuse, en fait, et ça a gratté la glande mammaire et ça a favorisé le cancer du sein. Oui, au niveau du sein. Ils l'ont retiré du marché, les prothèses à base de polyuréthane. D'ailleurs, vous pouvez la sentir, c'est une prothèse tellement rugueuse. C'est comme une langue de chat. Si vous avez des animaux, elle gratte, c'est comme une limeuse, ça lime, voilà. Ils l'ont retiré du marché. Ils ont créé des prothèses lisses à base de silicone lisse qui ne peut pas provoquer une réaction inflammatoire, prolifération des macrophages qui vont manger le polyuréthane, provoquer la prolifération des cellules T, des cellules B, voilà, qui vont provoquer une cascade de chaînes, qui vont provoquer un déclenchement d'une génétique anormale et former une cellule cancéreuse. Donc, il n'y a plus ça, finito. Ils l'ont retiré du marché parce qu'ils ont fait des études et ils ont vu que les prothèses mammaires à base de polyuréthane, il y avait un taux élevé d'avoir un cancer du sein. Wow. Donc là, il n'y a plus de prothèses mammaires qui provoquent du cancer du sein. Et je pense que c'était il y a 10 ans ou un truc plus, 10, 15 ans en plus, je ne me rappelle plus. Après, je n'ai pas 50 ans pour vous dire... Mais pourquoi ils ont créé une prothèse avec une surface rugueuse? Je ne comprends pas. Je pense que c'était à l'époque. Je pense que c'était à l'époque. Ils voulaient tester, je pense, je sais pas. Mais ils n'ont pas su. C'est pas qu'ils voulaient tester, c'était approuvé, c'était FDA approved. Mais ils savaient pas que ça va générer cette cascade de cellules cancéreuses après ça. Et oui, c'est comme une machine à laser qui était créée, qui était FDA approved et qui a brûlé une peau. Vous voyez, donc. Voilà, c'est une polémique. Voilà, ils l'ont retiré du marché. D'ailleurs, la firme qui l'avait faite, je pense qu'elle a fermé. Mais oui, forcément. Oui. Waouh. C'est violent. Hein? Ouais, c'est intense. Un vrai sujet. OK. Et du coup, est-ce que vous recevez, donc j'imagine que vous recevez souvent des femmes qui sont atteintes de cancer de sein? Oui, je reçois des femmes atteintes du cancer du sein, surtout quand il y a des ablations du sein et ils veulent se faire reconstruire la poitrine. Moi, je propose plusieurs types de reconstruction de poitrine. Donc, pour moi, si la qualité de peau, comme je viens de vous le dire, elle est friable, elle a subi de la radiothérapie ciblée sur le sein, la qualité de peau friable, sèche, sans fibre de collagène, sans fibre d'élastine, moins de cellules épithéliales, là, je propose un traitement de expandeur tissulaire, c'est-à-dire je mets un ballon en dessous de la glande mammaire, il n'y a plus de la glande mammaire, en dessous de la peau, pour expander la peau. Voilà. Je mets ça 3 à 4 mois, ça dépend le taux d'expansion que je souhaite, voilà. Après ça, je ferai une deuxième chirurgie, je la remplace avec une prothèse mammaire. Ou bien, s'il ne souhaite pas cette voie longue, ce que je peux faire, c'est, je peux faire un lambeau, comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs lambeaux. Après, moi, le lambeau que j'ai, il y a le lambeau DIEP, c'est le Deep Inferior Epigastric Artery, qui est abdominoplastie et lambeau du bas. Moi, je l'aime, mais c'est un peu plus délicat et il y a une grosse possibilité que le lambeau se nécrose dû à la mal circulation
au niveau du vaisseau. Le lambeau du grand dorsal, ça reste un lambeau très sécurisé parce qu'il y a des vaisseaux de sang verticales et perpendiculaires. Donc, sous aucun cas, le lambeau, il sera moins irrigué. Donc, il est très bien irrigué. Je peux proposer un lambeau du grand dorsal avec une prothèse, voilà. Ou bien l'autre avec des expandeurs, mais c'est une route plus longue. Hein. Waouh. Ok, Oui. ok. J'avais pas vu le truc comme ça. Oui. Donc, comme si on a enlevé le sein, on va d'abord mettre un ballon pour que la peau Oui. s'extende, les tissus, et ensuite on revient maintenant mettre la prothèse. Quoi. Mais Exactement. au toucher, ça doit être dur, non, un peu quand on touche. Oui, un peu bizarre, Ouais. pas beau pour vous dire honnêtement, mais parce que c'est un expandeur tissulaire qui va juste générer l'expansion des fibres de collagène et d'élastine pour que la peau, qu'elle ne soit plus S'étire, comme ouais. ça, qu'elle soit plus, voilà, étirée. Mais non, ça reste naturel. Après, ils vont jamais avoir de seins symétriques. Hein. Moi, je suis pas Dieu. Hein. Je suis magicien, mais je peux pas. Même nous, en tant qu'être humain, sans avoir cancer, on n'a pas On n'est pas de symétrique, seins hein, symétriques. ouais. Hein. Ça, c'est C'est vrai, certainement ouais. ni le visage, il est pas Il n'est pas symétrique. symétrique. Ouais. Non, non, surtout pas. Il faut pas avoir une idée que je me fais faire les seins après un cancer, je vais les avoir symétriques. Surtout pas. Vous allez avoir des beaux seins, des seins quasiment normaux, je vais dire à 90% beaux, symétriques, 95%, voilà. Mais pas, voilà, copie conforme d'une femme qui a eu jamais un cancer du sein. C'est hors question, quoi. Ouais, c'est Et pour important. reconstruire, en fait, pardon, je suis Oui, désolé. allez-y. Pour reconstruire le mamelon, ce que je peux faire, c'est un lambeau local, trilobé, on lui dit, voilà, un lambeau local pour reconstruire en fait le mamelon. Pas le mamelon, le nichon. Le nichon, Et oui. le mamelon, on ne peut pas le reconstruire. On fait des tatouages sur le mamelon du coloris de l'autre mamelon. Vous voyez? Ah, Ouais, il y a une fille dermographe qui fait des tatouages pour les cancers du sein après ça. Et elle va reconstruire en fait l'aréole. ah oui. Ouais, en lui faisant un tatouage du coloris de l'autre aréole. Et si les deux seins, elles sont retirées, on fait une estimation d'un coloris un peu plus foncé que le phototype de la peau. Waouh. Ouais, c'est beau, hein? C'est intense. On doit comprendre pourquoi vous avez fait de la peinture, quoi. J'adore la peinture. J'avais jamais vu la chose comme ça. Ouais. Waouh. Donc ça veut dire qu'on reconstruit, après il faut faire du tatouage pour que les coloris soient un peu similaires et tout. Ah oui, c'est beau, hein? C'est très beau. Et on peut intervenir dans le bloc opératoire direct Ah après. oui. Ou bien après, si la patiente, elle souhaite, Ouais. dans un deuxième temps, on peut aussi. Hein. C'est sympa, hein? On est aussi des tatoueurs. Mais moi, je le fais pas, mais il y a une Ah, il y a des personne spécialistes qui le font. spécialiste qui le Ouais. fait, voilà, pour le médical, hein, pas pour faire des I love you. ou autre. Et c'est quoi les précautions à prendre après un bloc, après une opération? Comme celle-ci ou en général? De manière générale, c'est quoi les précautions? Bon, les précautions, déjà, il ne faut pas être fumeur parce que Ah oui. la nicotine, elle va faire une vasoconstriction et une mauvaise circulation sanguine au niveau de la cicatrice et au niveau de l'endroit opéré. Il faut boire de l'eau. Pardon. Il faut s'hydrater, très bien. Il ne faut pas faire le malade et rester dans le lit. Ah, Ouais. C'est très important de marcher après une intervention de chirurgie esthétique. Ça va favoriser la circulation sanguine, ça va empêcher d'avoir des cailloux de sang dans les membres inférieurs. Il faut bien porter les bas de contention si c'est une chirurgie qui nécessite des bas de contention. Il faut bien prendre les anticoagulants injectables Ah après oui. une chirurgie pendant 10 oui. jours, sinon on peut faire des phlébites, des thromboses. Il faut bien entendre ce que votre chirurgien vous dit. Voilà, il faut avoir une infirmière à domicile qui vous change les pansements. Par exemple, moi je travaille avec Lovely, comme Lovely. Oui, Lovely, on lui qui dit a fait un bonjour, big up, Lovely. ouais. Et voilà, il faut bien faire un bon drainage lymphatique après une chirurgie de lipoaspiration pour redresser la lymphe, pour redresser en fait les tissus enflammés, pour recentraliser la circulation sanguine. Voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut quand même manger, voilà. Il ne faut pas non plus faire une liposuction et aller manger McDo ou Burger King quand même. C'est moyen. Il faut avoir un bon régime et style de vie, et voilà. Ça veut S'hydrater, manger, normal. Donc pour résumer, il faut s'hydrater, il faut laisser tomber la cigarette Et l'alcool, pardon. et l'alcool, Ouais. justement, très souvent, Oui. c'est deux éléments qui vont ensemble, Ouais, exactement. et marcher. Oui, Ouais. marcher. Alors, il faut surtout pas faire le malade dans le lit après Ouais, une surtout pas. augmentation mammaire. Hein. Le risque de faire plus de complications et de thromboses après une chirurgie quand on est très allongé dans le lit, il est beaucoup plus élevé que de faire sortir et de faire utiliser votre
pompe physique qui est les muscles, qui va venir contracter le muscle et il va automatiquement contracter les vaisseaux de sang pour que la circulation circule et soit centralisée au niveau du cœur. Ok. Ouais. Waouh, impressionnant. Ok, j'aimerais qu'on sorte un peu de la chirurgie pure et dure. J'aimerais qu'on revienne, on se recentre un peu sur vous, sur votre manière de voir les choses. Est-ce que vous avez été confronté à la mort? Non. Non. Non, non, attendez, non, je pense pas. Et je le souhaite pas, ni pour moi, ni pour personne. Je me suis senti un peu parfois angoissé, oui, bah, comme tout le monde, mais pas, non, pas à la mort. Et voilà, j'espère encore que mes guides et mes anges gardiens qui me protègent toujours et qui protègent tout le monde, et j'espère pas. Hein. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un mourir? Quelqu'un mourir comme ça en face de moi? Oui. Non, mais je les ai vus quand j'étais en gériatrie. J'avais fait beaucoup de CPR, de ressuscitation. Ah oui, c'était dans réanimation la réanimation cardiaque, voilà, cardiopulmonaire. C'était en gériatrie, quand j'avais fait mes stages de gériatrie, j'avais fait, et c'était un peu intense. J'étais dans les 25-26 ans, et c'était un peu intense, mais je la voyais pas comme une morte. Je la voyais comme si j'aidais quelqu'un pour qu'il qu'elle survive. survit, exactement. Malheureusement, pas tous les cas, ils ont survécu. Mais oui, mais comme ça, voir une personne qui est décédée en face de moi, non. Non. Après, même si je le vois, si je la voirais, et voilà, si j'aurais l'occasion d'aider, ça sera avec grand plaisir, mais j'ai pas eu le cas. J'ai assisté à des malaises, dans des mariages libanais, il faisait très chaud, et la sœur de la mariée, elle s'est évanouie à cause du chaud. J'ai assisté à des malaises, à des chutes de tension, à des crises cardiaques, oui, je l'ai assisté. Mais mort comme ça, j'ai pas vu, non. Mais selon vous, quand on meurt, on va où? Selon vous? Moi, je pense que nous, comme êtres humains, c'est un corps physique et on a une âme à l'intérieur de nous. Donc, quand on meurt, notre corps physique, il va se dégrader automatiquement, le processus biologique, et c'est l'âme qui va rester. Et je pense que notre âme, elle reste toujours sur Terre. Et je pense qu'il y a d'anciennes âmes qui se réincarnent aussi. Ah oui, vous croyez à la réincarnation? C'est pas que je crois à la réincarnation, mais je vais vous donner un exemple. Parfois, j'y vais dans des endroits où je vois des gens. Il me paraît que je les connaissais pas. En vrai, que j'ai jamais eu de connaissance de cette personne ou de ce lieu, quoi. Mais ça peut que une âme ancienne qui était réincarnée dans moi, elle était dans cet endroit, et c'est comme ça que j'ai eu un déjà-vu. C'est pas que je crois à la réincarnation, bah, ça existe certainement. Hein. Moi, je suis sûr que mon âme, il était quelque part dans les années 50, portant des chapeaux tweed en Angleterre ou en Écosse quelque part. Je sais et je le sens d'ailleurs, ça se voit. C'est pas moi, je me force pas à avoir ce truc-là, je le sens. J'aime beaucoup l'ancien. Je suis très empathique. J'aime beaucoup les vieux. J'aime beaucoup les animaux. Et je crois forcément qu'il y a une réincarnation des anciennes âmes qui se réincarnent dans des nouveaux êtres humains quand ils se naissent, et que le corps physique, c'est juste un corps physique et c'est un ego, en fait. C'est l'ego qui domine, voilà. Mais en vrai, tous, on est des âmes, voilà, par terre. C'est une matière, en fait, il n'y a rien. En fait, parce que quand on mord, il n'y a plus rien, en fait, il n'y a plus d'énergie. C'est l'âme qui ressort du corps, et voilà. Et d'où vous vient cette manière de voir les choses? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis né le 7 septembre. Ma mère, elle voulait me donner le nom de Richard Mario. Le 8 septembre, c'est la Vierge Marie. J'étais toujours croyant dès mon enfance, et je croyais toujours. Et je pense que d'être tellement croyant et d'être tellement spirituel, je pense que ça m'a aidé. Et en plus, en revoyant les choses après le décès de mon père, après le décès d'un de nos chiens qui nous envoyait toujours des signes. Après, toujours. Alors, le numéro 1717, c'est toujours après le décès de mon papa. Il m'apparaît, voilà. Quand je pense à lui, parfois, je vois un numéro de rue 17. Et je pense que c'est... Voilà, il faut savoir le déchiffrer quand même. Voilà, je pense que je suis assez et tellement réveillé spirituellement que je trouve que oui. Voilà. Vous arrivez à avoir ce contact-là? Oui. Le Covid, il m'a réveillé plus spirituellement. Ah oui? Oui. Comment ça? Parce qu'en fait, j'étais fermé dans mon appartement en Roumanie et j'avais un interview, comme je vous l'ai dit, en Irlande. Et je suis resté 6 mois là-bas fermé avec le Covid.
Et j'étais pas OK. Et j'ai commencé à recevoir des signes, et comme je vous ai dit, des numéros miroirs. Oui, 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 c'est Et ça. j'ai commencé à recevoir, de voir des plumes de, voilà, des plumes de oiseaux dans mon appartement. Par ailleurs, les fenêtres, elles étaient fermées. Je me suis demandé d'où elles venaient, quoi. Et je pense que c'était dû à ce fait que je vois les choses différemment. Et en plus, le fait d'avoir un décès dans la famille comme mon père. Et voilà. Je pense que ouais, c'est un amalgame de choses. Hmm. Ah, en tout cas, ça s'entend que vous êtes très spirituel, hein. Oui, et par ailleurs, les gens qui rentrent dans mon cabinet, ils me disent il y a une énergie apaisante chez moi. Ah Il y a oui. beaucoup d'anges dans mes cliniques. J'ai beaucoup de figurines d'anges dans ma clinique et beaucoup de figurines d'animaux parce que j'aime beaucoup ces trucs-là. Ouais, ils me disent que, je sais pas, on est apaisé ici, c'est tellement cosy. Je dis, eh ben, tant mieux. Je vous dis un truc, je vais Oui. pas vous mentir, j'avais un patient qui est venu chez moi pour lui faire le Botox. Son téléphone et son business, ils ne l'ont appelé jamais. Quand il est rentré chez moi dans mon cabinet, il m'a dit, docteur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dès que je suis dans votre cabinet, mon téléphone, il sonne non-stop, en fait, et j'ai des demandes de business pour mon voilà, salon de toilettage à chien. Waouh. Je vous le dis honnêtement, et il n'y a aucun conflit d'intérêt, et je me la pète pas, et je me fais pas que je suis, voilà, mais je vous le dis honnêtement. Et voilà, je pense que c'est comme ça. C'est pas anodin tout ça. Ouais. Ah, vous le savez, ça, quand même, que c'est pas anodin. Oui, je sais. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à tout ça, surtout les scientifiques. Moi à la base, j'étais pas ouvert à tout ça. Oui, Et je sais pas si vous connaissez le Jean-Jacques Charbonnier. oui, oui. Ouais, bah, j'ai découvert son livre, j'ai découvert un peu ce qu'il avait écrit et je me suis dit, oh, c'est pas bête quoi. C'est un chirurgien, c'est un anesthésiste. Ben voilà, vous voyez. Et en plus, ça se passe surtout avec les gens qui aiment sauver des vies. Ouais, ouais. Et je vous dis un truc, j'ai que des cas compliqués, hein. Je vous dis, Ah, j'ai pas des cas simples, hein. ah oui. Ah, j'ai des gens vraiment qui sont au bout de leur vie, qui se sont fait rater plusieurs fois et ils viennent chez moi. Et je sais pas pourquoi moi je les reçois. Je me demande, moi, il y a tellement de chirurgiens, je sais pas pourquoi. Peut-être que, voilà. Et oui, une dernière question, j'ai oublié de Oui, vous la poser. Normalement, il fallait que je dites. commence même par là. Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui viennent pour changer de sexe? Euh, j'ai eu, voilà, j'ai Oui. eu de changements de. Je l'avais faite Ah oui? à Innsbruck, non, à Linz, à l'hôpital en Autriche. Changement de sexe, donc transformé de femme en homme en Non. bas avec des lambeaux radiales. On l'avait faite. C'est pas quelque chose que je le fais. Il y a toute une bureaucratie derrière ça. Il y a pleinement de consultations et des consentements de psychiatres, traitements psychologiques, et voilà, s'accepter parce qu'il y a des gens, après les interventions, ils ne s'acceptent plus. J'ai transformé des visages de hommes en femmes transgenres, mais pas en chirurgie, mais en injection. Et je l'avais fait de tout mon cœur parce que j'ai senti de le faire. Et je ne sais pas que je l'avais fait pour, voilà, pour aider la personne en cause. Et oui, oui, j'ai des demandes d'ablation de sein. J'ai des demandes pour être plat comme un Comme homme, un homme. oui. Non, non, j'ai des demandes. Mais justement, faut la question du changement de sexe, d'une femme qui veut devenir homme. Oui. Du coup, comment vous reconstruisez l'appareil génital masculin? Comment ça se passe? Femme, devenir homme, il y a un lambeau en fait qu'on prend de l'antébras. Oui, Ici, c'est un lambeau radial. Il oui. contient de la peau, tissu sous-cutané et deux vaisseaux sanguins, une artère et une veine pour Ouais, ouais. le sang qui rentre et 40 le du sang sang qui qui sort, sort. oui. Voilà. Ouais, c'est tellement. C'est tellement compliqué, hein. Il y a des urologues qui interviennent, il faut reconstruire l'urètre. Il faut donc le lambeau, il est comme ça, voilà. Là, c'est la chair, là, Oui, c'est la peau. oui, En fait, la peau, elle se retourne, elle devient le conduit de oui. l'urétère, Ah! d'accord, parce que la peau, elle est imperméable. Ah oui, oui, bien sûr. Vous voyez? Ouais. Et la chair qui est en dehors, on met une greffe de peau Oui, là-dessus oui, pour oui, que ça oui. se colle. Et après, on peut mettre des pompes comme des expandeurs pour qu'il y aura voilà, une érection, que ça se voit que c'est un homme, mais malgré ça, il y aura jamais, elle aura jamais, voilà, elle sera jamais homme. Voilà, ça Ouais. sera juste Mm, mm. un organe en plus En plus, là-bas qui n'est pas fonctionnel que quand on fonctionne la pompe, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? comment ils font pour se mettre en érection? Ils ont une pompe qu'ils appuient? Comment ça se fait? Exactement, c'est ça. En fait, il y a l'organe génital, voilà, qui est transformé. Oui, Tout autour de l'organe génital, en dessous, en fait, il y a comme l'expandeur que je viens de vous lui dire qu'on oui, met pour les seins, pour oui, expandre, oui, pour oui, créer un nouveau tissu. oui. Mais celui-ci, c'est un, voilà, c'est un.
en forme plus longue et qui va en fait se gonfler avec de l'air. Et il y Ouais. a un bouton en fait dans la zone inguinale. Ouais. Vous l'appuyez pour que ça se met Énorme. en érection. Et après, voilà, vous le ouais. Énorme. Oui, oui, Mais c'est... du coup, désolé, Oui, je sais que ça peut vous paraître marrant, mais c'est tellement médical. Oui. En fait, j'imagine le truc. J'imagine Ah ouais, le truc, non. quoi. Mais- Mais du coup, du coup, elle, je sais pas trop, ils ressentent du plaisir quand ils ont pendant l'acte Je sexuel. ne peux pas vous dire, je suis pas rentré dans la demande, mais au moins apaiser, voilà, ouais, je sais pas, vraiment, je sais pas, mais honnêtement, j'ai tout le respect pour ce monde-là parce que c'est pas lié à eux, hein, c'est un Ouais. défaut au niveau du cerveau Cérébral, ouais. et c'est une non-acceptance. Et moi, Ouais. je respecte tout le monde, toute la communauté, tout le monde et toutes les couleurs. Bon, je veux pas Ouais. avoir des commentaires que je suis raciste ou Ouais, non. bien Je sûr. respecte tout le monde Ouais. et voilà, j'aide tout le monde de tout mon cœur. Donc, il n'y a pas de... C'est exceptionnel parce Après, que. s'ils sentent quelque chose, vraiment, je peux pas vous le dire. Ça sera juste, ouais, je sais pas. Waouh! Parce que c'est une vraie question, je me suis posé la question. Parce que justement, Oui. quand je travaillais aux urgences, j'ai discuté avec. Ah, parce avec, que oui, je suis interniste, je suis interne, je suis interne en médecine, j'ai fini bientôt. Ah oui. Oui. Et donc, j'étais aux urgences avec des supérieurs et ils me disent que, bon, allez, ils ont été appelés en urgence pour Oui. un patient et tout. Et ils arrivent, justement, c'était un patient trans qui a fait la mutation sexuelle et tout. Ouais, là. Et du coup, c'était une femme qui est devenue homme, quoi. Ouais. Et quand ils sont arrivés, bon, femme, homme, du coup, Ouais. c'était perturbant, quoi. Ouais. C'est pour ça que je me demandais, mais est-ce qu'ils ressentent du plaisir et du coup, pouvoir avoir un acte Je sexuel? pense que oui, mais ils sont tellement affectés psychologiquement, ils Ouais. prennent tellement de médicaments pour apaiser le moral que pour eux, d'avoir un truc masculin ou féminin, ça les apaise déjà de point de vue psychologique. Et je pense qu'automatiquement, ils vont sentir un peu de plaisir juste à l'idée d'avoir fait ce truc parce que de la base, elle n'est pas saine. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais voilà, Mais et pour pisser, ça se passe comment? mais normal. Bah, c'est comme, voilà, c'est comme les hommes. Ça se fait normal. Waouh! Oui. Et pour reconstruire en fait les testicules, il y a des implants de testicules à base de silicone. Ah oui! Ah oui, il y a toutes les tailles. Hein. Ouais, c'est comme les prothèses mammaires. Waouh! Ouais, on crée une poche dans le scrotum et on met des testicules, des faux testicules. D'ailleurs, ça c'est très intéressant parce que ça peut sauver, parce qu'il y avait des cas de cancer de testicules où les mâles, elles se sentent comme les femmes. Oui, hein, bien sûr, sans ils sein. sont pas hommes. Oui, Imaginez-vous un homme avec un seul testicule. Ouais, c'est Alors pas- voilà, pour lui, ouais, bon. Mais on peut faire ça, un testicule à base de silicone pour, voilà, ça aide beaucoup. Les trucs sexuels, génitals et liés à la poitrine et aux organes génitaux, c'est un truc tellement qui peut jouer sur le moral que vous n'avez aucune idée. Hein. Ça peut changer des vies. Hein. Ah oui, j'imagine bien. Mm. Ok. Et ça prend combien de temps un bloc comme celui-là? Ah ouais, beaucoup. Hein. On est dans les 10 heures, 12 Ah oui! heures, ouais, où il y aura plusieurs interventions aussi. Où, ouais, ça peut prendre 8 heures, mais après, c'est une intervention avec 4-5 chirurgiens. Ah oui, Il y a des ah oui. urologues, il y a plusieurs les chirurgiens plasticiens qui récoltent le lambeau. Après, il y a les anastomoses à faire. Ouais, c'est Ouais. pas... Faut raccoler C'est pas les donné, hein. vaisseaux. C'est un truc pour faire dans des hôpitaux gouvernementaux d'État, hein, pas dans le privé. Hein. Waouh! Parce que voilà, ça va être très costaud dans le privé, ça va coûter beaucoup. Et il faut voir aussi qu'il y a peut-être des risques que le lambeau se Tienne pas. nécrose Ouais, et qu'il ne prend pas, qu'il n'y aura pas une bonne circulation sanguine. Ouais. Et ça peut coûter à peu près combien, ça? Je le fais pas en privé, Non, je peux ok, pas ouais. vous dire. Hein. Honnêtement, je peux pas vous dire, mais à l'État, je pense que c'est pris en charge. Ah oui, ok. Oui, Ok, à l'État, wow. c'est pris en charge parce que j'ai eu de demandes en fait de faire ces trucs-là en privé. Ils m'ont demandé si c'est pris en charge et je leur ai dit que moi je suis en privé. Malheureusement, je peux Vous pouvez pas. pas. Je Ouais, peux vous pas pouvez parce que le privé, c'est privé. Et d'ailleurs, c'est aussi ici où c'est la différence entre État et privé. Il n'y a pas de liste d'attente. Voilà. Waouh! Énorme. Mm. Ok, Ouais. ouais, d'accord. En tout cas, merci pour la transparence. Non, il n'y a pas de problème. c'est énorme, avec c'est énorme. plaisir. J'avais pas vu la réponse venir, hein, donc c'est... Oui, après, moi, je suis tellement honnête et tellement... Je vais tout droit au but, quoi. Waouh! J'ai rien à cacher. Hein. Génial. Et du coup, c'est quoi vos ambitions? Mes Futur. ambitions... Parce que ah, vous wow. êtes très ambitieux, en tout cas. Oui, je suis très ambitieux. Et je sais pas, je sais pas si
Mes ambitions. Déjà, d'aider Le plus de gens le possible. plus de gens possible, voilà. D'augmenter mon activité, voilà, je le souhaite de tout mon cœur, d'augmenter mon activité là où je suis. Je ne dis pas que j'ai pas une bonne activité, mais qui veut Je pas, crois qu'il faut que ça grandisse. qui Oui. veut pas aimer augmenter son Ouais, activité, de grandir, de rester le même Richard que tout le monde il a connu. Même si je vais grandir, je serai toujours le même Richard qui va vous dire bonjour dans la rue. Et voilà quoi, voilà, de rester sain et d'avoir une bonne santé parce qu'après je peux faire le reste. Ouais, c'est sûr. Et Ouais. la dernière question que je m'avais posée, je pense que beaucoup de gens se posent cette question. Un médecin de votre rang, Oui. il gagne combien à peu près environ? Il gagne. Combien Ah à peu waouh. près? Pour vous dire honnêtement, on Ouais. gagne beaucoup, mais on paye moitié, hein, à l'État. Oui, oui, ça c'est connu. Oui, Ouais, ça, ouais. on paye plus que 60% à l'État, Ouais, donc c'est pas du vrai gain pur, mais après, moi je suis pas. Bah ça va, on a une belle vie, quoi. On se permet des choses, voilà. Et on ne se permet pas des énormes choses. Moi, je suis au début de ma carrière, hein, j'ai pas 20 ans D'exercice. d'ancienneté, quoi. Mais voilà, je vais bien imaginer qu'on gagne bien notre vie, et heureusement, hein, après 12 ans d'études, quoi. Bah, C'est long. j'imagine pour tout le monde, même pour les avocats, pour les ingénieurs, pour tout le monde, hein. Et heureusement, et même pour les autres spécialités. Tout le monde, il fait un métier pour avoir Bah oui, gagné, bien quoi. sûr, bien Voilà. sûr. Ça va, je gagne bien. Une fourchette à peu près. C'est tellement varié Ah oui? en fonction des mois, parce qu'en libéral, c'est pas un salaire fixe. En Oui, fait, j'imagine, vous avez oui. des mois, voilà, que ça monte, que ça baisse. Je peux pas dire, parce que voilà, je vais pas dire. Bien évidemment, je vais pas dire combien je gagne. Ça sera inutile de le dire, hein. Mais Mais vous gagnez bien votre vie. pour l'instant, Ouais. je suis bien. Voilà, je suis pas là où je souhaite Oui, être. oui, mais Pas ça dans va. le sens je veux être un millionnaire. Je suis pas là où je veux être. Voilà, ça commence à se booster et voilà. Mais je suis bien. Heureusement, je me permets de manger 3 plats par jour. Ouais. Je me permets de m'acheter une paire de chaussures. Je me permets de sortir aussi. Voilà, je me permets de donner de l'argent à ma mère. Je me permets de nourrir mes animaux, mon chat et mon chien. J'ai un toit sous ma tête, je me permets des choses. Heureusement et merci de Jésus, voilà. Yes. Ben, écoutez, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Et la dernière question que je vais vous poser, je pense qu'on ne vous l'a jamais posée, c'est si vous devriez aller au restaurant, Oui, manger avec 3 personnes, oui, vivantes ou décédées, vous Oui. inviteriez qui? ouf. Je veux revoir mon papa. Intense. Ouais. Peut-être mon père. Mm. Parce que je ne l'ai pas vu. Et voilà. Curieux de voir qui, en fait, mon père, ça c'est certainement. Juste de lui dire que je t'aime, je ne suis pas fâché de toi. Et que tu m'as donné une très belle éducation. Mm. Une autre personne, c'est, je pense que le frère de mon père qui est aussi décédé, que tout le monde me dise qu'il était beau gosse, je lui ressemble. Il s'appelle Shaoki, on dit Shaoe. Et il était très beau, il avait les yeux verts, il Ouais. était blond vénitien. Ouais. Ça, le deuxième. Et les grands-parents de ma mère, je les ai connus. Mm. Et la troisième, je parle des gens décédés, hein. Mon Ouais. père, le frère de mon père, et je pense encore une troisième personne que je souhaiterais voir, c'était le deuxième frère de mon père aussi. Parce que c'était lui qui l'a aidé à faire ses études en médecine. C'est lui qui lui a financé, hein. Voilà. Parce que du côté de ma mère, j'ai connu tout le monde. Voilà, j'ai connu mes grands-pères qui sont aussi décédés. J'ai connu ma tante. Voilà, mais voilà, si j'aimerais revoir juste mon père, lui dire merci pour toute cette belle éducation. Tu es dans un bon endroit, c'est nous qui souffrons ici, c'est toi qui es le bien là où tu es. Et voilà, et je vais juste revoir mon oncle, parce que tout le monde me dit je lui ressemble. Mon oncle, son frère, ou bien le père de mon père et mon oncle, parce qu'ils me disent beaucoup que je les ressemble, voilà.
C'était tout, c'est juste une curiosité, c'est tout, de les savoir. Ils étaient tous les deux les yeux verts, ils avaient les yeux verts comme mon père. Moi, j'ai pas les yeux verts, mais bon. Et voilà, je voulais juste les voir. Mais c'est surtout, je dis à mon père que merci pour tout ce que tu nous as fait. On ne se rend jamais compte de ce qu'on avait que quand on le perd. C'est vrai. Quand on a un bon positionnement, un bon job, on a un bon salaire, on le prend, we take it for granted, on le prend pour comme ça. Acquis. Quand on le perd, on ne sait pas. Et ben c'était comme ça, voilà. Quand on avait tout et que mon père nous donnait tout, comme si c'était normal, mais quand on ne l'avait pas et quand nous-mêmes on fait ça pour avoir tout, et ben c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là on voit, même si les parents ils sont sévères, mon père il était un peu sévère, il est un vrai catholique maronite libanais. Il est tellement sévère que chez nous, à la maison, c'était... voilà. Ça filait droit. Quoi. Ouais, fil droit. Bon, chez nous, il n'y avait pas de télévision, en fait. Ah oui. On était... voilà, direct. Quand mon père, il venait du travail, il fallait qu'on soit sur notre table et étudier. Il était assez sévère. Mais je lui porte pas de rancune, je lui remercie, voilà, et je lui dis que je suis très bien où je suis et je sais que tu veilles là-dessus. Laure, ouais. Si on veut bénéficier, si on veut vous contacter, si on veut bénéficier de vos services, comment on fait? Eh ben, j'ai mon site, je peux dire oui, le site dr et richardsebali.com. J'ai mon Instagram, Dr Richard Sebali. Et voilà quoi, je pense qu'on va partager sur nos profils. Oui, bien sûr. On mettra ça juste dans la description de la vidéo. On mettra toutes les références, le site internet, le numéro de téléphone, le compte Instagram. Comme ça, vous pourrez revoir un peu ce qu'il en est, si ça vous intéresse. Bref, en tout cas, c'est le 8e arrondissement de Paris. C'est quoi l'adresse déjà? C'est 41 boulevard Malesherbes. Voilà, bref. En tout cas, il y a tout sur le site internet. Le numéro de téléphone, vous allez tout en bas. Il y a un numéro de téléphone tout en bas du site. Voilà, vous pourrez contacter le docteur Richard directement, puisque visiblement, c'est lui-même qui prend le téléphone quand il a le temps. Exactement. Donc, ou la vie à Doctolib, plateforme. Oui, voilà, Doctolib aussi, ça marche très très bien. Oui. Ben, écoutez, merci d'être venu. Merci. Ben, je vous laisse le mot de la fin. Oui, alors moi je veux vous remercier pour cette invitation. Je vais encore une fois m'excuser pour le retard. Je suis désolé, c'est lié à l'embouteillage. Voilà. Je veux remercier Lovely qui nous avait fait le contact. Je veux remercier tous mes patients pour votre confiance. Pour tout ce que vous faites pour moi. Je vais dire à l'audience qui nous voit s'il y a quelque chose qui a lésé des gens qui, je m'excuse, mais j'étais tellement honnête que je me suis senti bien. Je vais vous souhaiter plein de bonheur, plein de positivité et beaucoup de courage, d'empathie. Restez vous-même, soyez un bon médecin. C'est ça ce qui va faire la différence. Ne cherchez pas de prendre que de l'argent. Soyez d'être humain avec les gens. Je vous souhaite plein de bonheur à vous et aux personnes qui sont derrière, qu'on ne les voit pas. Voilà, plein de bénédictions et plein de belles choses à tout le monde. Voilà, que ça se finit bien. Merci. Amen. Amen, exactement. En tout cas, merci d'être passé, pour le temps, pour la transparence, pour l'honnêteté, cette sensibilité aussi. Voilà, je pense qu'on vous le dit souvent. Oui. Et ça se sent en tout cas dans votre manière de vous exprimer, que vous aimez les gens. Oui, grave. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens. Exactement, oui, c'est ça. C'est très, très important. Ben écoute, ma personne, si tu auras aimé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Remercie Charles qui est à la régie. Cela étant dit, tu le sais déjà, si tu as aimé, on like, on commente, on partage. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les dire en commentaire. Si jamais tu connais quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui a besoin de conseils, qui a besoin d'un suivi, ben désormais, on te met tout dans le premier commentaire, dans la description de la vidéo. J'espère que cette porte ouverte par rapport à la chirurgie esthétique t'aura aidé, et si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire. Donc, on se retrouve le 16 mai du côté des salons de l'Aveyron pour la 5e édition du week-end de l'écrivain. Et pour ceux qui sont du côté du Burkina Faso et du Cameroun, nous serons au Cameroun le 8 et le 9 août et au Burkina Faso le 18 et 19 octobre. Bref, tout dans le premier commentaire. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.